Hey, salut les nerds! Est-ce que vous rêvez de grands espaces, de plages de sable blanc, de pistes de terre rouge et de routes sans virage? Est-ce que vous rêvez de rencontrer Buddy et de trouver votre vague, d'explorer les mines d'opale, de connaître les secrets de l'Outback? Avouez, vous aimeriez pas sympathiser avec les crocodiles du bush, les serpents du désert, les araignées les plus effrayantes de la planète? Bon, comme ça, hein, juste le temps d'un podcast, dans le confort et la sécurité d'un métro convivial, d'un autobus féerique, d'un trajet en voiture, à pied, à vélo. Vous auriez pas une petite envie de partir au bout du monde? Chaussées, lunettes et appareils auditifs. On embarque pour 1 heure de conversation sur la culture australienne. Ladies and gentlemen, please mind the gap between the rock and roll train and the platform. Bienvenue dans Monde d'honneur. Merci de nous rejoindre dans Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on part très loin, aux exacts antipodes de la France. Parce que si de France, on creuse vers le centre de la Terre et qu'on continue de creuser, Toi, tu creuses. vous savez où l'on finit par ressortir? En Australie. Et pour en parler, j'ai autour de moi une fine équipe d'experts. Le premier, il est juste en face. Salut Dropduek. Salut Vince, salut à tous. Le suivant est un visionnaire, plus loin de moi puisqu'il est outre-Rhin. Salut Christo. Salut Vince, salut tout le monde. Le dernier, mais pas le moindre, est tout près du Rhin. Quand même dans nos frontières, puisque nos aïeux se sont bien battus pour ça, hein, on l'oublie pas. Merci nos aïeux. Merci. Merci nos aïeux. Salut Lynn. Salut Vince, salut tout le monde. Alors pour commencer notre conversation sur la culture australienne et sur ce que nous, les Français, nous percevons de l'Australie à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question toute simple pour un premier tour de table. L'Australie, ça représente quoi pour vous? Lynn, tu veux commencer? Oui. Bah écoute, pour moi l'Australie, c'est une grande île, c'est les aborigènes, c'est Crocodile Dundee, Alors on va se mettre d'accord tout de suite, les aborigènes. les aborigènes, ok. Ils vivent pas dans les arbres. Des arbres. Et ils vivent pas. Il y en a pas non. beaucoup dans Non. l'outback, dans le désert. Ouais, c'est... En plus, ils passent leur temps à les brûler. ouais, comme On va quoi, pas accuser les aborigènes, on les adore, on les salue aussi. on aura Drovduek, pour souffert. toi, l'Australie, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'Australie, c'est une terre d'aventure, de fantasmes, de surf, de point break, de terre désertique, mais aussi d'une faune très hostile, avec des koalas, des grosses griffes, des kangourous qui font de la boxe, ou alors des énormes araignées qui se jettent violemment sur toi et qui te tuent. Te tue, quoi, carrément. Ouais, carrément. Ah non, Ouais. mais l'Australie, ça a l'air super hostile, quoi. Christo, ça fait rêver quand même un peu, ou toi aussi tu partages ça? C'est hostile, l'Australie? Ah, c'est très hostile, oui, mais comme disait Drovdu également, c'est vraiment pour moi une terre d'aventure. Ça représente un peu un rêve. J'ai un peu toujours voulu y aller. J'ai un peu ce fantasme qu'ont beaucoup de Français d'aller là-bas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une île qui attire les Français en règle générale. Mais tu vas sûrement pouvoir plus nous en parler vu que toi, tu y as déjà été, Vince. Ouais, en effet, je suis allé en Australie, et c'est pour ça que c'est un épisode de Monde de Nerd qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'en effet, c'est un pays, je te rejoins complètement Christo là-dessus, qui fait rêver, de France, voilà, c'est le bout du monde, quoi, et ouais, quand j'ai décidé d'y partir, j'ai été backpacker là-bas, j'ai eu un van, et je suis parti, ouais, chargé de rêves, de fantasmes, et c'était un petit peu tout ce que vous disiez, qui est un peu un mélange de peur, d'appréhension. On se dit mais ça va être dangereux, il va y avoir des bêtes méchantes, des araignées, des serpents parmi les plus venimeux de la planète. Et puis en même temps, il y a voilà ce côté hyper féerique où tu te dis hyper paradisiaque, où tu te dis mais il va y avoir les plus belles plages du monde. Donc ouais, un peu comme ça, avec des sentiments partagés. Puis quand tu arrives là-bas, ce qui est très étonnant, c'est un peu comme ça que je le ressens aujourd'hui avec la distance, avec le temps qui est passé, c'est quand tu arrives là-bas,
le souvenir que j'en ai, c'est que ces fantasmes et ces peurs, ils te quittent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu restes avec le sentiment d'être au bout du monde. Tu restes avec une espèce d'état. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Les températures sont bizarres, l'eau, il pleut dessus comme il m'a jamais plu, les températures extrêmes. T'es dans le désert et puis t'as une autoroute, c'est une ligne droite de 1000 km d'asphalte. Bah, t'as ce genre de truc où tu dis, mais en fait, les films que j'ai vus dans mon enfance, bah, c'est pas si loin de la réalité. Ça, c'est très étonnant. Ouais, ça m'a fait bizarre, quoi. Et finalement, c'est quoi la bête la plus méchante que tu as rencontrée là-bas? Alors, c'est l'Australien lui-même, hein, il faut savoir. Mais genre ceux qui vivent dans les arbres ou Ouais, les arborigènes, quoi, ceux qui grimpent, qui descendent. Non, alors il y a pas de bêtes vraiment. Ah, si, alors, il y a des bêtes qui font peur. Il y a des araignées, par exemple, qui te font peur, ce qu'on appelle les huntsmen, par exemple, qui sont des araignées qui font la taille de la paume d'une main, quoi, qui sont vraiment, vraiment impressionnantes. Mais elles sont pas venimeuses, elles te piquent pas. Voilà, mais ouais, non, tu quittes pas ces peurs-là. Tu peux croiser des crocodiles, quoi. Donc t'as des serpents, des Kingsbrown. Quand tu t'arrêtes sur le bord d'une route, on te dit, bah, fais gaffe, parce que quand tu changes une roue, tu peux avoir un serpent qui s'est mis dans ton essieu. C'est ce genre de truc, quoi, et t'as l'impression d'être un aventurier, c'est un truc incroyable. Alors que voilà, mais ouais, non, c'est un pays à C'est part. exactement ça, ouais. Et les mouches, il paraît que c'est l'enfer, les mouches, non? Ouais, alors les drosophiles, ouais, t'en as énormément, surtout dans les zones rurales, ouais, près des vignes, des cultures, et t'as beaucoup de mouches, ouais, qui en fait sont souvent là où c'est très sec, et bah, elles vont te rentrer dans les yeux, dans les oreilles, voilà, parce qu'elles ont soif. Donc, un peu comme t'as l'impression d'être d'être une vache, ouais, parce que tu te dis, bah, ce qu'elles vivent au quotidien, nos amis les vaches, et là, en Australie avec les drosophiles, tu finis par le vivre aussi, ouais. Donc c'est un pays étonnant, ouais, puis bah voilà, c'est ce dont on va parler peut-être dans cet épisode, mais il y a plein voilà, de musique que tu écoutes, de films que tu vois quand t'es jeune. Tu pars un peu chargé avec tout ça, et puis bah ça te reste en fait quand tu traverses les routes, quand tu vas dans les villes. Tu pars avec tout ton bagage culturel de Français qui a vu l'Australie, voilà, comme Au travers des films et des œuvres. ouais, des séries télé, des chansons. Voilà, et Tu t'attendais plus au clip de Kylie Minogue ou de Mad Max? Alors Kylie Minogue, je l'écoutais pas encore à cette époque-là, avant de partir. Aujourd'hui, je suis un grand fan. Et merci d'en parler parce que j'aimerais qu'on aborde la première rubrique de l'émission, où on va essayer ensemble d'élire l'homme le plus classe du monde. Alors l'homme ou la femme, hein, le plus classe du monde, c'est la première rubrique de l'émission. Alors comme ça a été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. Dans cette rubrique, on se demande donc si l'homme ou la femme, le plus classe du monde ou la plus classe du monde, pourrait être australien ou australienne. Alors pour un pays comme l'Australie, moi, j'ai l'impression, vous allez me dire les gars, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs prétendantes au poste d'homme le plus classe du monde. Évidemment, quand on liste les acteurs, les chanteurs, les artistes australiens, il y a énormément de noms qui peuvent venir en tête, alors qu'ils soient nés en Australie ou qu'ils y aient grandi. Je vous ai fait une petite sélection, voilà, pour réduire un peu, pour restreindre un petit peu le champ. On va essayer de se faire un petit podium à partir des propositions suivantes. Alors Kylie Minogue, bah, c'est une évidence, parce que voilà, c'est Kylie. C'est Kylie. Nicole Kidman, quand même. Nicole Kidman, quoi. Que serait le monde sans Nicole? Hugh Jackman, quoi. Le Wolverine, ouais. Wolverine, voilà. Mel Gibson. C'est une évidence, ça veut dire Mel Gibson. Là, on parle, les gars. Là, on parle. Voilà, j'ai l'impression que Christo a un crush. Un crush d'ado, on peut le dire, Christo? Un crush d'adolescent pour Mel Gibson. Complètement. Il aime les Écossais torse nu, Christo. C'est ça, je crois que. Et puis Kate Blanchett. Voilà, Kate Blanchett. Donc 3 femmes et 2 hommes pour notre sélection. Voilà, dans ces 5-là, qui on va élire? Quelqu'un veut commencer, nous donner son petit coup de cœur, Lynn?
Bah, moi, j'aime bien Kylie Minogue déjà pour une raison particulièrement assez partiale. Bon, déjà, j'aime bien sa musique, ça a bercé mon enfance, hein, évidemment, comme nous tous, je pense ici. Et puis aussi, j'ai eu un grand crush pour elle à nouveau quand j'avais la trentaine, lorsque je l'ai vue dans Doctor Who. Ah, donc, elle joue dans Doctor Who, Kylie Minogue. Elle a joué dans un double épisode de Doctor Who, un épisode de Noël, qui était fantastique, que j'ai bien aimé, et dans lequel elle était géniale. Et avec tout le charme qui la caractérise, bien sûr. Après, évidemment, en tant que grand fan de Wolverine, Hugh Jackman, ça reste aussi un coup de cœur, clairement. Grand fan de comics personnellement, donc surtout de Wolverine en plus. Et puis, oui, après, bah, le problème, c'est ça, c'est de choisir, hein, entre Cate Blanchett, Mel Gibson aussi, qui sont aussi de grandes personnalités. Je vais laisser mes camarades les départager, je pense aussi. Alors moi, personnellement, un titre personnel, c'est Kylie. Je trouve que Kylie, elle part d'un début de carrière assez plan-plan. Elle joue dans une sitcom assez bateau. Enfin, voilà, ça n'a pas l'air terrible. Elle fait de la pop très formatée, très années 80. Et puis, elle devient intéressante dans les années 90, où elle se met à enregistrer un titre quand même avec Nick Cave, excusez du peu, Dont on reparlera de Nick Cave, évidemment. qui est l'homme le plus classe du monde, mais elle ne pouvait Ah, pas... il n'était pas dans la sélection, mais voilà, c'est la liberté de Drofdu. Hein. Il rajoute Nick Cave. Et pourquoi Nick Cave dans la sélection alors? Non, Nick Cave, on le garde pour plus tard. Hein. Nick Cave, il est encore au-dessus de ça. Pour en revenir à Kylie Minogue, juste, elle a su se faire une deuxième partie de carrière qui est très intéressante en 2001 avec Can't Get You Out of My Head, qui était un morceau classique des dance floors. Et j'ai plein de bons souvenirs associés à la musique de Kylie. Ouais, moi c'est comme ça que je l'ai découverte aussi avec ce titre, quoi, avec Can't Get You Out of My Head, qui est juste un titre mais qui reste dans la tête. Enfin, il est Ah, on peut pas le sortir de la tête, oui. Et c'est ça, il est tellement bien titré avec ce refrain, c'est hyper punchy. Moi, j'ai le clip à chaque fois que j'ai pas le moral, je me remets le clip de cette chanson qui est juste incroyable, quoi. Christo, tu te souviens de ce clip? Alors, excusez-moi là, les gars, mais Kelly qui? Mais Kylie Minogue, Kylie Minogue. Sincèrement, je sais pas. Je pensais que vous parliez de musique là, mais là, je comprends pas. On parle de pop. On parle de pop, ouais, on parle quand même d'une nana d'une nana qui a pu rivaliser avec Madonna, quoi, quand même. Tout à fait, oui. C'est 90 millions d'albums. Rivaliser avec Madonna, mais tu plaisantes, Drofdu, là, c'est pas possible. Dans l'hémisphère sud, mais si, complètement. Et puis, alors toi, Christo, c'est Mel Gibson, si j'ai bien compris. Ouais, on sent c'est vraiment indiscutable, quoi. Bah, c'est pas que c'est indiscutable, c'est que c'est l'évidence en fait. Enfin, je veux dire, j'aime bien aussi Jackman, clairement, en tant que fan de comics, moi aussi, forcément, dans Wolverine, il incarne parfaitement le rôle et c'est vrai qu'il a pas mal de charisme, mais Mel Gibson, les gars, L'Arme Fatale, Mad Max, Braveheart, enfin, je veux dire, c'est pas possible, il y a personne d'autre qui peut gagner. Et La Passion du Christ, ou Mel Gibson, c'est Mad Max. C'est un film polémique. C'est un bon acteur. Mais c'est pas un bon réalisateur. C'est un excellent réalisateur. Apocalypto également. Ah, c'est un film que j'aime bien, moi, Apocalypto. Ouais, c'est vrai qu'il est. Moi, je suis pas. C'est vrai que c'est un film qui a divisé La Passion du Christ parce que voilà, c'était Mel Gibson derrière la caméra. C'est un film qui laisse complètement. Voilà, tu sors pas indemne quoi, de la salle quand t'as vu La Passion du Christ. Alors certains, on se dit, bah, c'est la scène de torture de Braveheart étirée sur 2 heures. C'était un peu torture porn. Si je peux me permettre, il y a aussi The Patriot, le Patriote de Mel Gibson. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une un bon vanne, ça, argument. ou c'est. Non, il a vraiment fait un film sur la Révolution américaine. Ouais, non, je sais. Ouais, non, mais Qui était avec Heath Ledger d'ailleurs. Ouais, non, j'en ai un souvenir ému de Patrick. Et là, il était seulement acteur, pas réalisateur sur celui-là. Heath Ledger, qui, contrairement à Mel Gibson, est australien. Alors ça, Mel Gibson a fait sa carrière en Australie. Ses parents ont déménagé en Australie pour protester contre la guerre du Vietnam. Et ensuite, c'est là-bas qu'il s'est fait connaître. C'est là-bas qu'il a commencé le cinéma, qu'il a enchaîné sur le premier Mad Max.
Et c'est comme ça qu'il a explosé à l'international par la suite. Ouais, carrément. Ce début de carrière en Australie, en fait, c'est vraiment. C'est ça, Mel Gibson. Ses débuts en Australie, c'est là quand il explose, qu'il devient une star internationale et il incarne un peu l'Australie. Et là, oui, là pour le coup, c'est l'homme le plus classe du monde. Moi, je trouve que personnellement, sa deuxième partie de carrière, c'est un peu plus problématique. Et quand il se lance dans la réalisation, bah oui, il y a ce problème de torture de porn où il y a une fascination pour la douleur, on voit qu'il aime jouer la douleur, Mel Gibson, et moi, personnellement, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Il y a aussi Le Castor, un film de Jodie Foster avec Mel Gibson, qui joue, là pour le coup, qui a un rôle plutôt sympa. Il joue le castor. Hein. Il joue un père de famille, je crois, qui pète un câble et qui utilise une marionnette de castor pour s'exprimer un peu en mode ventriloque. On n'a pas vu, enfin j'ai pas vu ce film. Oui, j'ai pas vu ce film, je connais le père Castor. Hein. J'invite les auditeurs à regarder les castors. Est-ce qu'il ronge des morceaux de bois en proférant des insultes antisémites? En parlant aussi, de morceaux de bois rongés, moi j'ai des images de Hugh Jackman porter du bois dans les forêts. Je pense à Logan. Il y a un côté un peu bestial chez Hugh Jackman qui lui donnerait peut-être la place, l'homme le plus classe du monde quand même. Quoi. C'est un mec classe, Hugh Jackman. Quoi. Tu penses à la classe, tu te dis, il y a George Clooney et il y a Hugh Jackman. Quoi. Alors, je sais pas, on l'associe moins à l'Australie peut-être. Je sais pas, il a une carrière américaine qui est peut-être plus, voilà, qui est tout de suite hollywoodienne. Mais Hugh Jackman, quoi. Hugh Jackman, fabuleux dans Les Misérables. Dans La Fontaine aussi de Darren Aronofsky. Et en dehors de Wolverine, moi je l'ai bien aimé dans Le Prestige, un film que j'avais apprécié de Nolan. Alors j'allais justement en parler du Prestige parce que alors Hugh Jackman, je suis d'accord, c'est aussi un très bon acteur, mais le souci pour moi, en tout cas, du Jackman, c'est que en fait tout le monde l'associe à Wolverine et sorti de Wolverine, en fait, quand tu parles aux gens de Hugh Jackman, il n'y a plus grand chose en fait. Il y a Le Prestige, effectivement, qui est un très bon film avec Christian Bale également, mais il y a Australia. Ça date de 2006 quand même. Alors on va en reparler d'Australia, on va le laisser de côté parce que il va falloir qu'on parle de ça. Et dans Australia, il y a Hugh Jackman, c'est vrai, et il y a Nicole Kidman. Il a joué aussi dans un très bon film de Denis Villeneuve, dans Prisoners. Il était très bien, il ressemblait un peu à Bruce Springsteen dans ce film. Exact, oui. Prisoners, c'est vrai que j'avais oublié Prisoners, ouais. Et alors Nicole Kidman, excusez-moi, mais quand même. Nicole Kidman, c'est moi, c'est des grands moments de ciné, quoi. Alors Australia, on va laisser de côté parce qu'on va reparler de Baz Luhrmann. Parce qu'on parle de cinéma. Okay, tout de suite. On reparlera, Moulin Rouge d'Australia. Mais bon, elle a joué dans deux Baz Luhrmann. Au moins, je crois qu'on va être d'accord sur un point, Drofdu. Elle a quand même une affection pour Baz Luhrmann, puisqu'elle a quand même joué dans Moulin Rouge et dans Australia. Bien sûr. Alors, c'est peut-être Baz Luhrmann qui a mis une affection pour Nicole Kidman, je ne sais pas dans quel sens. C'est possible aussi. Qui peut le lui reprocher, honnêtement? Oui, c'est ça. Bon, Nicole Kidman, je ne sais pas, voilà, c'est quand même c'est quand même incroyable cette performance. Pour moi, voilà, c'est Eyes Wide Shut, quoi. C'est le film testamentaire de Kubrick. Il place ce couple comme ça au centre de l'actualité. Et puis la performance de Nicole Kidman, quoi. C'est-à-dire que Nana, elle se brosse les dents et voilà, elle crève l'écran, quoi. Ouais, couple très controversé d'ailleurs, qui était en instance de divorce, je sais plus trop, mais en tout cas, Tom Cruise qui est lui par exemple l'Américain considéré comme l'homme le plus classe du monde pour les Américains. On en parlera sur l'épisode sur l'Amérique. On refera l'Amérique, on sera peut-être obligé de le faire par état d'ailleurs, parce que l'Amérique, c'est Tom Cruise qui est une figure très controversée, comme Mel Gibson pour reprendre sur lui, et qui a quand même énormément influencé la vie de Nicole Kidman, et dans lequel, à mon avis, Eyes Wide Shut raconte un peu l'histoire difficile de cette relation. Ouais, bien sûr. Moi, je me souviens avec Uma Thurman pardon. Il y a un lapsus là. Est-ce qu'il y aurait Uma Thurman dans ton esprit? Nicole Kidman, excusez-moi. Oui, non, j'ai fait un lapsus. De Horizon lointain. Ah ouais. Également avec elle et Tom Cruise,
comme Ouais, Eyes ouais, Wide tout à fait. Shut, Ouais, mais fait quelques années plus tôt. ouais, ouais. J'ai un très très bon souvenir de ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Ouais, non, c'était Non, un je l'ai pas super vu. film. Ouais. Moi, j'ai un bon souvenir. Alors, c'est peut-être un peu bête, mais c'est un souvenir de gosse, quoi. C'est le Dr. Chase dans Batman Forever. Ah ouais, Ouais, ouais. vous vous souvenez de ce Batman, quoi, Oui. avec un Ah oui, c'est Batman vrai. qui venait un peu Mm. après les Batman de Burton, quoi, donc qui était vraiment espèce de renaissance de Batman, où voilà, Batman devenait une franchise un peu libre de la patte de Burton qui avait quand même installé quelque chose, quoi. Et elle faisait ce Mhm. personnage du Dr. Chase. Vous savez, c'était le Batman avec Jim Carrey, voilà, qui était un peu. Et Val Kilmer, oui. Et Val Kilmer, ouais, tout à fait, en Batman. Et j'aimais bien son personnage, quoi. Elle avait quelque chose comme ça d'un peu électrique, d'hyper sexy et en même temps voilà, de fort, quoi. Moi, Bah, c'est mon premier c'est, souvenir c'est- d'enfant enfin, d'ado de Nicole Kidman, quoi. je te rejoins avec les tétons de Val Kilmer sur la tenue de Batman, évidemment. C'est un film, en fait, c'est un film où Nicole, en effet, et Jim bouffent littéralement l'écran. En fait, c'est Carrément. vraiment eux qui sont les stars du film plus Ouais. que tous Et les autres, en fait. ouais, et c'est peut-être le problème parce que Val Kilmer finalement il a pas sa place, quoi. C'est pas Michael Keaton, il y a quelque Ah chose, non, ouais, il manque quelque chose de Batman. c'est pas George Euh, Clooney non plus. ouais, c'est ouais, non, bah, ça, personne pouvait égaler la performance de George Clooney dans Batman, même pas George Clooney, je pense. Ah, Euh, peut-être Mr. Freeze, Mhm. mais Ah oui, Ah oui, 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 oui. non, non, c'est Ah, vrai, je suis c'est vrai, d'accord. Je suis d'accord. Schwarzenegger. ne sortons Qui a des pas superbes répliques. de Mais oui, notre c'est pas sujet le. sur l'Australie. On n'a pas parlé de Kate Blanchett, et je pense que Tu mérites pas. Kate Blanchett, voilà, elle a aussi peut-être sa place sur le podium. Moi, c'est une actrice que j'aime bien. Chaque fois que je la vois, en fait, le film dans lequel elle joue est bien. Alors moi, je voulais quand même revenir à Nicole Kidman parce qu'il y a quand même 2-3 films qu'on n'a pas évoqués en parlant d'elle parce que voilà, faut pas se focaliser juste sur l'aspect Nicole Kidman a enrichi les chirurgiens esthétiques. Mais malheureusement, c'est triste, elle a quand même perdu beaucoup d'expressivité, hein. Du coup, son jeu en a pris un coup à un moment. Mhm. Mais elle a quand même joué aussi dans Jour de tonnerre, hein, rappelez-vous, ce Mhm. film des années Mhm. 90 qui était Ouais, ouais. voilà, encore une emblématique fois de avec Tom l'époque. Cruise. Encore une Une fois fois avec avec Tom Tom Cruise. Cruise. Elle a joué dans Prêt à tout, qui est un très bon film de Gus Van Sant. Donc elle Mais, gagne mais, des points aussi, Nicole. Elle gagne des points. Mais pour reprendre sur ce que disait Vince, Kate Blanchett, moi je trouve d'ailleurs elle a été bien castée pour son rôle emblématique de Galadriel, Ah parce oui, qu'elle a Oui. elle a un bien sûr. charme vraiment magnétique. Je veux dire, c'est pas une femme qui est d'une beauté canonique entre guillemets de mannequin ou quoi que ce soit, mais c'est une femme élancée qui est vraiment Ouais. enfin, enfin je veux dire, quand tu la vois dans, c'est bête à dire, mais quand tu la vois dans je crois que c'est Ragnarok, Thor Ragnarok, qui est un film entre guillemets un blockbuster, elle a quand même c'est quand même une femme de 50 ans quand même qui voilà qui montre que elle est encore jeune, elle est encore Ouais. dynamique, elle est superbe dans ce rôle-là. Ouais, Je veux bah, dire, et elle dans est, Benjamin Button aussi, ouais, dans bien voilà sûr. c'est. Elle est à l'affiche du dernier Guillermo del Toro, là, Nightmare Alley. Mhm. Non, c'est une actrice qui est vraiment exceptionnelle. Je suis tout à fait d'accord, je te rejoins à 100% Lynn sur le personnage de Galadriel. Pour moi, Galadriel, c'est Kate Blanchett, ou Kate Blanchett, c'est Galadriel. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'évidence, quoi, dans le choix, dans le casting de Kate Blanchett. Elle est pas seulement belle ou quoi, elle a quelque chose de plus, quoi. Elle est rayonnante, elle a un charisme Clairement. malade. Mm. Enfin, pour moi, ce serait, ouais, j'aurais du mal, quoi, à déterminer quel est mon coup de cœur là dans les 5 parce que, en fait, ils ont tous une âme, un relief particulier, quoi. Et Kate aussi elle a joué aussi dans The Aviator le rôle d'une actrice que j'aime beaucoup personnellement, qui est Catherine Hepburn, qui elle Mhm. aussi, comme elle justement, est une actrice qui a défié les canons de beauté de son époque et qui avait ce charme véritablement, Ouais, bien sûr. qui était magnétique. Voilà, c'est Ok, bon, faut choisir, carrément. là. Là, il faut Drovduek, choisir. sur le podium, qui c'est pour toi? Alors, Nick Mm. Cave, on a compris, mais bon, c'est du podium au-dessus du podium, quoi. C'est l'homme le plus classe du plus classe. Enfin, c'est l'homme le plus classe que l'homme le plus classe du monde, quoi. Je sais pas si j'ai. Non, j'ai pas bien dit. C'est l'homme plus classe que l'homme le plus classe du monde. Ce serait ça, Nick Cave. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Nick, on t'aime, Nick. Écoute, je suis partagé parce que je reconnais quand même que Mel Gibson incarne l'Australie, hein, il faut bien l'admettre. Même si pour moi il est plutôt controversé comme personnage, je vais quand même voter pour lui. Je vote pour Mel Gibson.
Ok, une voix pour Mel Gibson. Alors Christo, parce que j'ai l'impression que tu es divisé quand même. Est-ce que tu es resté sur Mel Gibson? Ah, sans aucun doute. Sans aucun Ok. doute, Mel Gibson, bien entendu. Ah, ok, ok. Et toi, Lynn? Moi, j'aime bien Kylie. Parce que pour moi, depuis que je suis gamin, c'est elle qui représente l'Australie. Mel Gibson, pour moi, c'est Mad Max. C'est donc le personnage lui-même, mais pas le pays, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Hugh Jackman, c'est arrivé plus tard. Et encore une fois, il joue rarement des Australiens, entre guillemets. Et pour finir, Kate Blanchett, voilà. Pour représenter l'Australie, je trouve que Kylie, c'est la meilleure. Mais moi, j'aime bien Kylie aussi. Ouais. Moi, je vais voter Kylie aussi. Ça fait une égalité. Et Ouais. dans ce cas-là, bah, je suis désolé de vous le dire, les gars, mais ma voix compte double. Donc, ce sera Kylie Minogue. Kylie Minogue, l'homme, C'est un la scandale. femme, C'est un scandale. la femme la plus C'est classe un du déni monde. de Voilà, démocratie. Un déni de c'est comme démocratie. ça. On passe à la rubrique suivante, la mousse au chocolat du patron. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Alors tout naturellement maintenant, après avoir élu l'homme, en fait, la femme la plus classe du monde, parce que c'était Kylie, hein, on est bien d'accord, Euh, on pourrait s'intéresser à ce qui a pu nuire en France à l'image de l'Australie. Bah ouais, parce qu'il y a des trucs quand même qui ont pu nuire à l'image de l'Australie. Hein. Disons, allez, dans la pop culture des 40 dernières années, c'est la rubrique La mousse au chocolat du patron. Et cette mousse au chocolat du patron, aujourd'hui, bah, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Alors, la première, c'est un peu difficile pour moi de la formuler parce qu'elle est liée à des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire quand je pense vraiment à ce que je regardais, la cassette VHS qui était toujours dans mon magnétoscope, qui, une fois arrivé à la fin, était rembobiné au début et que je regardais, bah, c'était un film que je trouvais génial à l'époque. Et pour le podcast, j'ai subi le revisionnage de ce film, je ne sais pas comment en parler, vous allez me dire. C'est Crocodile Dundee. Et ouais, non, faut qu'on en parle, les gars. Faut qu'on parle de Crocodile Dundee parce que je sais pas, parce qu'on a injecté dans les yeux et les oreilles des enfants des années 80. Mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Alors qu'est-ce que c'est, Crocodile Dundee, pour vous? Je sais pas, un ensemble de clichés, une Madeleine de Proust, un nanar par excellence. Qu'est devenu Paul Hogan, d'ailleurs? On va peut-être se poser la question. Je sais pas. Ouais, Lynn, tu veux nous dire? Ouais. Bah moi, Crocodile Dundee, c'est un peu le Alan Quatermain des années Ouais, c'est un peu 80-90, ça. quoi. Ouais. C'est-à-dire le cliché qui aujourd'hui ne passerait plus entre tout, de l'aventurier un peu misogyne, un peu Un peu. qui roule des mécaniques, un peu beaucoup même, dans le cadre de Paul Ouais. Hogan, hein, clairement, hein, oui, oui. Dans le 2 déjà, en plus, il s'impose carrément dans l'appartement de la donzelle, on sent que la relation est compliquée. Ouais, le personnage est clairement... aujourd'hui, il serait considéré comme abject, on peut le dire. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un film qui pourrait pas sortir à l'écran, et heureusement. Enfin, c'est juste une Bah, catastrophe. Le mec va dans un bar à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Hein, il va dans un bar un peu interlope, voilà. Et en fait, il séduit. Il y a une espèce d'histoire de séduction avec une nana. Qui a un peu des airs masculins, et puis en fait il y a un mec qui essaye de lui murmurer un truc à l'oreille, et voilà, tout le monde se marre dans le bar, et puis à la fin en fait quelqu'un vient lui dire attends, mais en fait c'est une nana, c'est un mec, c'est pas une nana, elle a une bite, mec, et tout. Et Paul Hogan, voilà, un peu suspicieux, va vers voilà, cette personne qui croyait être une femme, il lui met la main au paquet, il est dégoûté, il le jette impunément, tout le monde se fout de sa gueule, se marre, il revient avec une réplique, mais qui à l'époque, mais passait crème, quoi, dans les années 80, du type « Ah ouais, putain, je suis dégoûté, maintenant si les mecs s'habillent en Géraldine... » Enfin, voilà, on en était là, quoi. Les mecs, c'était les années 80. Donc, oui. c'est un truc de fou, quoi. Et j'avais quoi, 7-8 ans, je regardais ça, Ouais. et puis bah, c'était normal, ouais, c'est une Géraldine, et ça me faisait marrer, ce moment-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, c'est vrai que Ah oui. c'est très violent, mais j'ai un souvenir, moi, aussi d'une violence envers les animaux. En fait, Mhm, le personnage de Crocodile Dundee, c'est un redneck, c'est le mhm. redneck ultime australien, avec son chapeau, avec ses dents d'alligator dessus. Enfin, le mec, il est là, c'est l'homme blanc qui vient réduire la nature, la faune de l'Australie à sa merci.
et qui chasse les Géraldines. Enfin, c'est assez problématique. Ah Peut-être. ouais, c'est le mec dans toute sa virilité, voilà. Alors le personnage féminin, voilà, c'est une journaliste. Elle vient un petit peu enquêter, enfin faire un reportage sur l'Australie. Lui, il est là, voilà, en mode sauvage, il gère. Alors en plus, on a l'idée que l'Australien est complètement con, hein, parce que quand il arrive à New York, en fait, il croit qu'il va être pote avec tout le monde, que c'est 7 millions de copains, que dans tous les bars, il va pouvoir parler avec tout le monde, qu'il peut sortir son couteau au moindre coin de rue. Mais le truc, c'est qu'aussi, je reprends sur ce que disait Drove Duex, c'est que il n'est pas forcément défini comme quelqu'un d'ennemi de la nature. Tu parlais de la cruauté envers les animaux. Je crois qu'il y a une scène à un moment où il confronte justement des gens qui chassent les kangourous pour le fun, je crois, hein, Ouais, ouais, tout à fait. avec des gros trucks à l'américaine et tout. Et il est ami avec un aborigène. Alors, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que Crocodile Dundee en 1986, c'est quand même une critique Mhm. sous-jacente du redneck et du mec qui trop viril, quoi. C'est-à-dire que c'est fou le Ah, degré Mhm. le degré de ah ouais, tu lecture quand retends même. ça, Ouais, ouais. c'est un truc de malade, quoi. Mais ça en ferait presque un film méta, du coup, ce qui fait que du coup, ce serait actuel, en fait. Mais c'est peut-être ça qu'on n'a pas Effectivement. vu, Et putain. peut-être que en fait, ce film est génial. Peut-être que ce film est génial qu'on s'en est pas rendu compte, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il est, Mais c'est peut-être un film Ça méta. va Enfin, avec loin. Christo, là, tu viens de d'éveiller un truc parce que, tu sais, c'est construit comme une comédie romantique un peu cliché avec tous les codes, quoi. Mhm. C'est voilà, la journaliste qui vient, le mec un peu, voilà, avec la virilité exacerbée, elle le ramène à New L'ingénu, oui. York. Ouais, ouais, c'est ça. On a un petit peu de, ouais, ouais, on a peut-être du Bah, méta que j'ai raté. c'est le choc des cultures, en fait. C'est l'américaine qui vient un peu, ou la citadine qui vient un peu visiter l'outback et qui se retrouve confrontée justement à cette masculinité excluante, certes, en effet. Mais bon, après, on va dire c'est les années 80, c'est triste à dire, mais c'était comme ça. Mais derrière, c'est quand même un ami des animaux. Bon, il tue des crocodiles, mais il les tue pas tous à vue. Tu vois, c'est pas un chasseur de crocodiles à proprement parler. C'est ça, comme tu dis, c'est les années 80. Après, je pense, clairement, bien sûr, le film, si on le regarde aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, un jeune qui va regarder ce film maintenant aujourd'hui, le film, il craint, clairement. Hmm. Il faut se remettre dans le contexte des années 80, les mentalités étaient différentes. Il y avait beaucoup moins de limites quand on regarde tous les films des années 80. On ne va pas développer maintenant ici, mais ça avait vraiment un autre ton qu'aujourd'hui. Crocodile Dundee, moi je dirais, c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose à l'heure actuelle. Alors, tu parles des années 80, voilà, bon, c'est vrai que si on passait dans les années 90, je sais pas si on n'a pas une autre mousse au chocolat du patron là qui se prépare, hein, parce que en 1990, les studios Disney nous envoient un film qui parle de l'Australie, et c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et c'est peut-être un de mes premiers souvenirs de cinéma, un premier souvenir Disney au cinéma, et moi, clairement, ça a aussi fait ma représentation de l'Australie. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, s'il vous a marqué ou quoi. Alors, Alors, je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais peut-être pas intéressé je par l'ai Bernard vu au Davancar, hein. cinéma, moi aussi, mais je dois t'avouer que j'ai de très 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 vagues souvenirs. En fait, il m'a pas marqué plus que ça. Alors, je vous le remets un petit peu en tête, hein, je vous remets le pitch, hein, parce que vraiment, c'est un film qui vaut le coup. Alors, c'est deux souris hein, qui travaillent pour la SOS Society, qui partent en Australie pour sauver Cody, qui est retenu prisonnier du braconnier McLeach, qui veut connaître l'emplacement du nid de l'aigle. Et en fait, moi, mon souvenir, c'est que ça aurait pu se passer partout ailleurs qu'en Australie, ça aurait rien changé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, voilà, c'est une aventure avec voilà, des sauts de pont, des lianes, des aigles, puis alors comme c'est des souris, forcément tout est super grand pour elles, donc voilà, tout est gigantesque. Et alors l'Australie qui rajoute là-dessus hein, du gigantisme sur le gigantisme. Moi, c'est un film que j'aime bien, qui, je trouve, a pas trop mal vieilli parce que c'est assez épique. Et puis ça change un peu aussi les productions Disney qu'on peut voir, un peu clivantes parfois avec les films de princesse ou les films plus de garçons. Là, c'est un film qui est vraiment hyper ouvert, qui fait du bien, qui est sur, un peu comme toujours chez Disney dans ces années-là, hein, sur l'amitié, sur les grandes valeurs, sur le courage, sur l'espoir. Moi, ça m'a rappelé un peu des films que je regardais aussi à cette époque, qui étaient Oliver et compagnie. Voilà, c'était un peu cette vague de Disney de faire des films un peu coraux. Et je sais pas, finalement.
est-ce que vraiment c'est un film qui parle de l'Australie? Je sais pas. Je sais pas si c'est un film qui parle de l'Australie. Alors moi aussi, je l'ai vu au cinéma et je me rappelle qu'il y avait quelque chose que j'avais particulièrement aimé dans le film, c'est que les personnages, ils s'arrêtent pas tous les quarts d'heure pour faire une chanson. Et ça, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Même si j'ai beaucoup aimé Aladdin et ses chansons, enfin les chansons Disney, ça va 5 minutes parfois. Donc voilà, ça va, ça va. Ouais, c'est vrai que ça, c'était une autre époque. Ouais. Alors moi de ce film, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais par contre j'en ai entendu parler bien plus tard sur le Nostalgia Critique. Je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur américain Non, qui ça en me avait vient fait pas. la critique justement et qui avait expliqué, et j'en ai le souvenir, que c'était un film qui avait énormément recyclé. Ils avaient repris des plans de Oliver justement. Ah ouais. Ils avaient repris plein de morceaux, en fait comme Disney le faisait. Enfin là, ce n'est pas Alors à ça, c'est un l'époque. Et depuis classique chez toujours, hein. Disney, hein, Ouais. de Oui, reprendre Mm. de des recycler des. plans Un Ouais. film d'anciens d'autres, c'est... films pour faire des nouveaux, ça c'est connu, hein. Et même l'histoire reprend, je crois, un des épisodes d'Oliver où c'est, alors, je saurais plus vous dire exactement lequel, hein, les souvenirs me font défaut, mais en tout cas, ouais, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous la retrouvez, bien sûr. On Il y vous a donnera quelqu'un les liens, le cas échéant. qui peut-être reprend des plans et plagie parfois. Je sais pas, c'est Mhm. peut-être l'avis de certains autour de la table. C'est un grand réalisateur. Moi, je trouve que c'est un grand réalisateur. C'est Baz Luhrmann. Alors, j'ai Mhm. quand même proposé dans les mousses au chocolat du patron parce que c'est un cinéma qui divise et je sais que Drovduek adore Baz Luhrmann et va nous en parler. La mousse au chocolat du patron avec plein de vermicelles à paillettes dessus et de la musique disco très très forte. Baz Luhrmann, moi alors, oui, je reconnais, il a un style, hein, il a vraiment une patte qui ne fonctionne absolument pas chez moi, mais qui est là. C'est-à-dire que je suppose que tout le monde a vu ici Roméo et Juliette. Mhm. Moi, je l'ai vu. Plus Roméo Juliette. plus Juliette, Oui. ouais. Roméo plus Oui. Juliette, pardon. Ouais, non, parce qu'il y a un geste créatif derrière derrière le titre. Après, le principe de reprendre le texte original et de l'adapter de version moderne est intéressante, mais après, le film est tellement outrancier que moi, il m'a fatigué au bout d'une demi-heure, j'en pouvais déjà plus. Je reconnais qu'il y a une super bande-son, hein, forcément. Baz Luhrmann a un rapport intéressant avec la musique. Hein. La bande-son de Moulin Rouge aussi est très intéressante et il y a plein de reprises. Il y a une reprise de Beck, de Diamond Dogs, de David Bowie qui était vraiment très très bien. Mais voilà, c'est un côté outrancier, un côté kitsch, enfin un côté hyper surjoué aussi qui moi, me laisse complètement de marbre. Ouais, alors ouais, je comprends, je comprends ça, c'est parce que c'est du too much un peu le cinéma de Baz Luhrmann. Moi, c'est ce que j'aime parce il fait la transition, je trouve, entre le cinéma des années 90 et le cinéma des années 2000. Alors moi, je dois avouer que j'aime bien Moulin Rouge en fait. Moulin Mais Rouge, c'est un film que tu peux j'avais vu. l'avouer, Christo, Mais t'as c'est pas un Peter Non, souci non, Jordan, coupable, non, hein. non, mais parce que bon, je reconnais aussi tous les défauts qui peuvent être reprochés à Baz Luhrmann, mais sincèrement, Moulin Rouge, c'est un film que j'avais vu à l'époque aussi au ciné, que j'avais vraiment beaucoup apprécié en fait. Ouais, Que mais ce soit pour la reprise des morceaux, même le jeu d'acteur également de Nicole Nicole Kidman. Kidman, ouais, bien sûr. et Euh, comment il s'appelle, Evan McGregor, quoi, et aussi, de bien Ivan sûr. McGregor, bien Ouais, sûr, aussi, super qui acteur. sortait de la première prélogie de Star Wars. Ouais, il sortait. Sortait de Trainspotting surtout. Non, Et Trainspotting, c'était bien plus Trainspotting, tôt, c'était bien oui, c'était mais bien avant, plus oui, tôt. c'est le rôle pour lequel je le retiens le plus, bien entendu. Mhm. ouais. Euh, On reparlera de ça dans mais l'épisode Écosse, certainement. ah, ouais, j'attends ça avec impatience. Moi, je rejoins en tout cas complètement Christo. J'adore aussi Moulin Rouge. J'aime beaucoup Roméo plus Juliette, comme toi, Vince, hein, parce que Mm. franchement, moi j'aime bien Shakespeare. Mm. Alors peut-être que les amoureux de Shakespeare C'est m'en c'est voudront pas, un, hein, c'est un bon mais auteur, on peut le dire. Je pense on peut prendre ce parti en tout pris. cas, il est bien Je crois que reconnu. Et j'ai trouvé que Shakespeare, c'était un oui, des c'est un seuls. peu. Je crois que c'est un auteur assez tendance. Ouais, On peut le dire. alors On c'est peut le vrai que dire. dans le cinéma australien, américain, anglo-saxon de manière générale, c'est vrai que Shakespeare, ça semble un peu l'indépassable, quoi. Je sais pas, on n'a pas ce rapport, nous, par exemple, en France, avec Molière, quoi. Non. On n'a pas l'impression Mhm. d'avoir voilà, une espèce de trame narrative qui est toujours, qui est toujours molièresque ou racinienne. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose dans le cinéma australien, américain, anglais, qui est shakespearien tout le temps. Alors, moi, j'aime bien Roméo plus Juliette, pareil, parce que je le trouve puissant. Je trouve que c'est une réécriture, voilà, cette espèce de Vérone comme ça Mhm. dans Los Angeles. C'est des rencontres amoureuses. Claire Danes, mais elle m'a Claire Danes, oui. bluffé.
Leonardo DiCaprio, voilà, c'était le jeune Leonardo DiCaprio. Quel acteur déjà, quoi. Puis moi, il y a une photographie à chaque fois, alors qui est hyper filtrée, qui est hyper saturée, on est d'accord. C'est très rouge dans Moulin Rouge, évidemment. C'est très bleu dans Roméo plus Juliette. On pourrait parler d'Australia aussi, qui a une photographie incroyable également, avec des plans aux dimensions vraiment du film auquel tu t'attends, quoi. C'est Quel dommage 2008. qu'un film ne s'arrête pas seulement à sa photographie. Alors attends, parce que je trouve que Et- le scénario d'Australia, il est pas si mal. C'est-à-dire que ce que te vend Oui. Australia au départ, c'est cool, quoi. On est dans Darwin, on est dans une partie de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît peu, avec le phénomène des générations volées. Hein. Donc, je sais pas si voilà, vous connaissez un peu ça, l'enlèvement des métis aborigènes pendant près d'un siècle. Hein. Ça va de la fin du 19e siècle jusqu'à 1969 encore. Hein. On parle des générations volées aborigènes et leur placement dans les familles chrétiennes. C'est quand même un sujet audacieux, je trouve que Baz Luhrmann aborde là, avec voilà, son œil australien, avec des acteurs australiens. Hein. Il reprend quand même Hugh Jackman, Nicole Kidman. C'est un film après, c'est une comédie romantique, c'est un film lent, un peu voilà, avec peut-être ses creux. C'est Bah, moi, moins je trouve qu'on que puisse dire. Moi, je trouve que c'est un peu le autant on emporte le vent australien, entre guillemets, tu vois. Il y a un petit côté comme ça. Je veux dire, c'est quand même une femme qui a quitté sa bourgade natale, un peu provinciale, l'Outback, qui est devenue richissime et en tout cas très connue, je crois, dans le monde de la mode, si mes souvenirs sont bons, et qui revient un petit peu, alors pas en terre conquise, parce qu'a priori, il y a clairement un rejet, mais ça me fait vachement penser quand même un petit peu à Autant emporte le vent, avec le côté des aborigènes, tout ça, tout ça. Voilà. Ok, ouais, bah, ça va être difficile de décider. Bon, je pense que c'est un peu unanime, mais je dirais Crocodile Dundee quand même, Ouais, à la mousse au je vote chocolat pour Crocodile Dundee. Ouais. Ouais. Bon, tout ça, c'était le pas top du pays, hein, mais il y a du bon dans la culture australienne. On l'a gardé pour maintenant. C'est la rubrique Top of the Pop. Classement Top of the Pop. Alors, dans la rubrique Top of the Pop, on va s'intéresser aux grands moments de la culture australienne, c'est-à-dire vraiment les moments forts de cette culture. Ce que nous, les Français, on a retenu de l'Australie. Alors, c'est quasiment impossible pour un pays, pour n'importe quel pays finalement, vous me diriez, mais pour l'Australie d'être exhaustif, de parler de toutes les grandes œuvres. Mais il y en a quelques-unes qui restent en tête. On ne réalise pas toujours d'ailleurs à quel point l'Australie a pu proposer des œuvres fortes sur ces 40 dernières années. Ça a été difficile pour nous de faire une petite sélection. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur quelques grands noms. Alors, on peut continuer à parler cinéma, parce qu'on s'est arrêté là-dessus dans la rubrique précédente. Et notamment, on peut parler du cinéma de George Miller, qui est vraiment le cinéma qui nous marque, nous les Français. Et on a parlé, on a déjà un peu évoqué Mad Max avec Mel Gibson. Christo, par exemple, Mad Max, tu découvres ça à quel âge, toi, et quel effet ça a sur toi? Mad Max, je devais avoir une dizaine d'années quand je l'ai découvert. Et le premier que j'ai vu, c'est le troisième, le Dôme du Tonnerre. Donc, Ah ouais, tu les as pas pas, vus dans l'ordre, en fait. non, donc pas le meilleur, on va dire. Ouais, mais alors je Euh, dirais que c'est peut-être. Moi, je crois que c'est comme toi. Je crois que j'ai découvert celui avec c'est avec Tina Turner, c'est ça. le Dôme du Tonnerre. Ouais. Et je crois Ouais. que c'est celui par lequel j'ai commencé aussi. Et en fait, pour un enfant, j'ai l'impression que c'est le plus accessible. Ouais. Parce que je sais pas si c'est celui-là où il finit. Alors, spoiler alert. C'est celui qui finit avec la cascade, le côté un petit peu avec les enfants Oui, à la il fin. trouve une oasis. Ouais, Il trouve l'oasis. une Ouais. oasis et il y emmène les enfants perdus du Ouais. Thunderdome. En Ouais. fait, Ouais, toute c'est ça. l'histoire de Mad Max, ça tourne autour de trouver la Terre promise. Ouais. Et à la fin de celui-là, effectivement, il la trouve, mais c'est aussi en grande partie l'échec du film. Pour moi, le meilleur reste le 2, bien que Ah ouais. le quatrième, Fury Road, est quand même assez exceptionnel également. Il est pas loin derrière. Mais dans le 2, il aide la communauté. Enfin, déjà, il l'aide. Il l'aide à contre-cœur. Mad Max, c'est un vagabond, il est là, c'est un mec, il est chaotique neutre, si vous voulez. Pour C'est les nerds vraiment qui nous écoutent. Ouais. le gars, en fait, il est pas mauvais en soi, mais il s'occupe de ses affaires avant tout. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'héritier des western spaghetti avec
Clint Eastwood ou alors des Ouais, films ouais, de Kurosawa sur les vagabonds ouais. solitaires. C'est Il vraiment, y a, c'est il y a vraiment un peu. l'héritier de ça, Mad Ouais, Max. ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu du Mhm. western, ouais, ouais. Moi, j'ai découvert un peu, pareil comme toi, cette saga de films un peu dans le désordre. J'ai vraiment commencé avec Fury Road, étrangement, parce que... Ah ouais, tu as alors, commencé par la fin, toi. Putain. Ouais. oui, en fait, parce que j'ai souvent entendu parler du film quand j'étais enfant. Mes Mhm. parents et mes oncles, mes tantes, ma famille l'avaient regardé et avaient beaucoup apprécié les films. Mais il avait une aura de violence, une aura de tabou, qui faisait que, à l'époque où j'aurais pu m'y intéresser, je ne l'ai pas fait. Et je suis revenu, en effet, suite à Fury Road, et j'ai rematé les 3 précédents films dans la foulée. Donc j'ai pu me refaire toute la trilogie, entre guillemets. Et en effet, on voit l'histoire clairement de cet homme qui perd sa famille et qui sombre, comme le dit Christo, dans cette apathie, entre guillemets, envers un monde apocalyptique qui est fini, quoi. Pour moi, à la fin du troisième, le fait qu'il trouve cette terre promise, c'est l'échec en fait du film, parce que ce qui est intéressant avec ce personnage, en fait, c'est comme, spoiler alerte encore une fois, comme le 2, à la fin du 2, au final, il aide une communauté plus ou moins contre son gré à s'en sortir, il les guide vers la terre promise, mais en fait, il les abandonne avant qu'ils n'y parviennent. Donc en fait, on ne sait pas s'ils vont trouver cette terre promise à la fin ou pas, ou est-ce qu'ils vont juste mourir de soif. Et lui, il part sur son côté, tel le cow-boy solitaire. Ouais, Pour ce moi, que c'est t'aimes ça bien, Mad en fait. Max. Ouais, C'est ouais, ça Mad Max pour moi. Mhm. Ouais, ce que t'aimes bien, c'est que ça laisse intact en fait le personnage un peu voilà, d'indépendant. On ne sait pas véritablement s'il est égoïste ou pas. C'est pas forcément le bon héros, quoi. Mhm. Il est pas, il y a pas de manichéisme, quoi, dans Mad Max. C'est C'est ça qui te ça. plaît, quoi. C'est un personnage qui a été Mhm. profondément touché en fait dans le premier par la mort de sa femme. Et suite à ça, il a perdu goût à tout et il survit dans les terres désolées au jour le jour, complètement. Moi, je suis venu à Mad Max par le deuxième. J'avais pas encore 12 ans, c'était les films interdits un petit peu, les films. Effectivement, il y a une aura de violence qui est assez forte hein, dans Mad Max. Le deuxième, il y a des scènes qui m'avaient un peu soufflé et je suis revenu en fait à Mad Max. Je les ai revus aussi suite à Fury Road, qui m'a fait une impression complètement folle et au final, avec le recul, hein, c'est vraiment mon épisode préféré de Mad Max. J'adore le deuxième, j'adore le premier parce qu'il y a un côté vraiment bricolé et il y a un côté cru vraiment dans le premier qui me plaît beaucoup. On sent que c'est fait avec peu de moyens, mais c'est vraiment passionné. Et le 4, on sent qu'il y a beaucoup de moyens et que c'est un film de passionné aussi. Et c'est vraiment fantastique. George Miller, il a 70 ans quand il fait ce film et il en montre à Michael Bay que bah voilà comment on fait un film d'action, quoi. Et Complètement, c'est ça qui complètement. est, Il donne une leçon à tout le monde en fait ouais, c'est ça qui est quand il sort génial. Fury Road. Ouais, ouais, c'est Et ça qui est le, génial. Vas-y, je te, Tristan. désolé Vince, ouais, je te rejoins sur le premier. Ça fait vraiment film bricolé, mais en même temps, tu vois aussi que l'univers était pas du tout posé encore. T'as un côté post-apo, mais pas vraiment. T'as pas encore ce côté, toutes les villes ont été abandonnées, tout le monde vit un peu dans le désert. C'est complètement différent. Et pour terminer également sur Fury Road, il y a une raison pour laquelle Fury Road est vraiment exceptionnel, mais il y a une raison pour laquelle je préfère quand même malgré tout le 2. C'est le personnage de Mad Max en fait. Il manque Mel Gibson. Ah ouais, alors Clairement, ouais, ouais. l'homme le plus classe du monde, donc que nous avons élu tous ensemble à Ouais, l'unanimité dans cette voilà. émission, il manque vraiment Ouais. Alors ouais, dans le rôle de Mad Max. j'allais vous le demander, ouais. C'est-à-dire que Fury Road, est-ce que c'est possible quoi de faire Mad Max sans Mad Max quoi? C'était le pari de George Miller. En effet, il entame cette saga en 1979. Alors, c'est déjà mais un coup de force incroyable, parce qu'en effet, c'est un film qui est tout de suite qui a tout de suite une patte, une signature. Il réitère en 1981 avec une suite qui laisse complètement pantois, quoi. On se dit, mais ce type, c'est presque un blockbuster qui va sur le terrain du cinéma d'arrêt d'essai, quoi. On a l'impression véritablement qu'il est en train pas seulement de construire un univers, mais il y a une puissance même photographique dans ces films qui va maintenir. Il y a une cohérence pour moi photographique dans ces films que je trouve ahurissante, quoi, et qu'on retrouve dans Fury Road 20 ans après.
Le truc, c'est que, comme pour reprendre sur ce que tu disais là tout à l'heure, c'est que quand George Miller réalise le premier film, c'est littéralement un film indépendant. Il Ouais, fait ça complètement. avec une équipe d'amis, de connaissances, avec les moyens du bord. Il n'a aucune autorisation. Il filme ça sur les autoroutes de l'Outback, à proximité des villes australiennes. Et il sort ça et il explose le box-office avec ça. Et il Ouais, ouais, crée une nouvelle saga. ouais, tout à fait. Et comme le disait Christo tout à l'heure, en effet, le premier film n'est pas encore vraiment dans le désert, n'est pas vraiment dans la post-apocalyptique, puisque Max, il est flic à ce moment-là, Mm. et qu'il il fait encore partie d'une organisation, d'un gouvernement qui existe encore. Il y a des pénuries, mais c'est pas encore la fin du monde. Ouais, Et la ouais, fin du monde, elle vient après dans le 2, ouais, ouais. elle est introduite dans le On 2 est, et dans les suivants. on est un peu sur le temps de l'effondrement. Ouais, Mhm. c'est un peu un Ken le survivant avant l'apocalypse. Enfin, Et il y a quelque chose. Ouais, Christo. c'est un C'est film chef-d'œuvre. exactement là que j'allais en venir en fait. C'est vraiment le 2 qui a posé les bases du monde apocalyptique dans les années 80. Mm, Comme mm, tu le dis très bien, Ken le survivant, ça vient pas de nulle part, mm, hein. mm, Oui. Les punks en cuir, c'est des crêtes et ouais, ouais. des habits bizarres, tout vient de Mad Max en fait. C'est aujourd'hui, même aujourd'hui encore, la plupart des œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou vidéoludiques, qui se passent dans des mondes apocalyptiques, il y en a beaucoup qui reprennent cet Oui. imaginaire-là, hein. Ouais, ouais. Et Mm. ce que je trouve bluffant avec cette saga et avec George Miller, c'est qu'en fait, il y a une lecture politique en fait, qui est possible Mm. dans ce film, qui est pas imposée, qui est pas didactique, c'est pas jeté au visage du spectateur, mais il y a en filigrane ouais, quelque chose de l'époque qui se dit, des années 70, de la fin des années 70, des peurs latentes du nucléaire dans les années 80, enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis en 2015, en fait, quand il récidive, j'ai dit 20 ans après, 40 ans après quasiment, quoi. En 2015, quand il récidive avec Fury Road, ce qui est génial, c'est qu'il il est capable de réintégrer en fait des sujets, je pense au terrorisme par exemple, parce qu'on a vraiment voilà, une espèce d'endoctrinement comme ça des jeunes qui ont une idée fixe, c'est de mourir dans la gloire. Le féminisme également, parce qu'il donne quand même le premier rôle à Charlize Theron et il fait littéralement mourir à l'écran quasiment Mad Max, quoi. C'est-à-dire que Mm. c'est plus Mad Max le héros. Justement aussi, je voulais aborder ce sujet-là, le fait qu'il est au final, la vraie héroïne du film, c'est Charlize Theron, c'est le personnage de Furiosa, c'est pas du tout Mad Max dans le film. Et je trouve que c'est une excellente idée dans le sens où le fait de changer l'acteur pour incarner le personnage, Mad Max est extrêmement effacé en fait dans le film si on regarde bien. C'est vraiment Furiosa qui crève l'écran et je pense que c'est vraiment une volonté de George Miller en fait pour pallier à l'absence de Mel Gibson tout simplement. Bah, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est pour ça que Fury Road, moi, ça fait un effet énorme. C'est que c'est Mad Max. Mais Mad Max, en fait, il est en creux un peu dans le film. Le film commence, t'as l'Interceptor qui se fait défoncer. Hop, il n'y a plus la voiture de Max. Et puis après, Max, il sert de blood bag, quoi. C'est juste une ressource. Comme l'essence qui devient un truc précieux, bah là, c'est son sang qui permet de booster des mecs. Je trouvais que cette idée-là était fantastique. Il y a un Mm. côté, et puis visuellement, c'est quand même apocalyptique aussi, quoi. Le mec qui joue de la guitare qui actionne son lance-flamme. Enfin, je veux dire, c'est Ça c'est un magnifique. mème ça, c'est fantastique ça. C'est fantastique. Et ce que je voulais ajouter, c'est que moi, ce film-là, je l'ai pas vu au cinéma malheureusement parce que je m'étais dit, voilà, encore, on est encore dans la culture de la nostalgie. On ressort une licence du formol et on va faire un truc où on va faire plein de clins d'œil aux vieux films et compagnie. Et en fait là, mais George Miller, il dynamite complètement sa licence en fait. Il en fait quelque chose d'autre. Il ajoute une nouvelle mythologie à tout ça avec Furiosa. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment très 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 intéressant comme film. Ouais, il y a que lui qui pouvait le faire, quoi. C'est-à-dire Oui. il a en effet dynamité lui-même son mythe pour en recréer un autre plus complet qui l'ouvre. Moi, ce qui a attiré mon attention aussi, parce que je suis un gros fan de la première heure de la saga Mad Max, c'est aussi le changement en termes photographiques d'ambiance dans Fury Road, où c'est hyper assumé. Alors dans Fury Road, en fait, il travaille avec John Seal, qui est un directeur de la photographie juste incroyable, quoi. C'est un type qui a bossé sur Gorille dans la brume, Sac de poids disparu, ou même Harry Potter, École des sorciers, et qui tout de suite va donner une espèce d'identité visuelle au projet sur lequel il bosse. Et c'est vrai que quand on regarde le Fury Road, en fait, c'est un film, tu coupes le son, alors déjà la musique elle est folle, hein, mais tu coupes le son et tu regardes juste les images de Fury Road,
mais c'est un tableau mouvant, quoi. Ce passage où en fait le camion traverse une espèce de jardin des asphodèles, où il y a cette espèce de silhouette comme ça fantomatique. Et justement, pour reprendre sur ce que tu dis, le côté festival, le côté carnaval, on le voit avec, il y a énormément de couleurs, c'est vraiment un film où il y a énormément de monde, c'est très bigarré. En fait, on retrouve un rapport aussi avec la musique et les couleurs et un peu comment dire ça, le côté baroque, un peu grandiloquent qu'on retrouvait dans Thunderdome. Et le côté espéré des précédents films, je trouve que c'est un bon mélange entre ces deux influences. Et ce côté chamarré, comme ça, hyper baroque, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans la filmographie de George Miller, parce que si on pense à Babe, par exemple, qui est un projet qui a l'air d'avoir rien à voir avec Mad Max, et je trouve que dans Babe 2, donc qui est réalisé par George Miller, parce que le Babe 1 est écrit mais non réalisé par George Miller, dans Babe 2, il y a cette espèce de maison où il y a tous les animaux qui vivent ensemble, une espèce de fable complètement loufoque, avec un singe en maître de maison, un chien ennemi, et on a Babe qui est au milieu de ça, donc qui est dans la ville. Ça fait penser un peu à la Cité des Enfants Perdus. Enfin, ce côté carnavalesque, ouais, je te rejoins complètement en ligne. On retrouve ça dans le cinéma de George Miller, quoi. C'est quand même le mec qui a fait Happy Feet, quoi. Donc il y a un côté Voilà, hyper. Ouais. J'allais y venir, Happy Feet, tout à fait, tu as raison. Et Ouais. il aime la musique, il aime la danse, et il aime aussi l'écologie, il aime le rapport à l'environnement. Il arrive à faire passer dans tous ses films ces messages, et il utilise une langue et un narratif vraiment. C'est dingue d'arriver à faire Mad Max et Happy Feet et pourtant de parler quasiment de la même chose. Ouais, Je veux dire, complètement. Alors, c'est- il y a un rapport quand même à l'écologie qui est un peu spécial, hein, parce qu'effectivement, il y a un fort message écologique chez Mad Max. Mais enfin, écologiquement, c'est des désastres ces films. Le quatrième a dû laisser une trace carbone de folie. Mais c'est ça qui est fou, c'est les paradoxes entre la réalisation et le message qui est promu, parce que quand je pense à Babe, que ce soit Babe 1 ou Babe 2, bah, tu te dis, bah, il y a forcément sur le plateau une forme de maltraitance animale qui est quand même, dont on peut pas rire, quoi, qui est quand même un truc. Et en même temps, je me dis, un enfant qui regarde Babe ou un jeune qui regarde Babe, bah ouais, il y a quelque chose d'assez émouvant de se dire, bah voilà, c'est ce cochon qui je sais pas, on porte peut-être un autre regard, quoi, sur le monde animal à l'issue de ces films. Et bah pareil, ouais, avec Mad Max, ce sont des désastres peut-être sur le moment du film, des tournages, et en même temps, bah ouais, ça crée quand même cette réflexion C'est au service du film, quoi. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Alors, si vous voulez bien, on peut réduire un peu le cadre pour continuer notre Top of the Pop. Si on passait maintenant du cinéma à la télé, moi, il y a un autre grand phénomène australien qui nous vient d'Australie et qui est aussi, pour nous, téléspectateurs français, quelque chose d'assez fort, hein, qu'on a découvert fin des années 90. Si je vous dis des lycéens en difficulté, des histoires d'amour, d'amitié, des rêves empêchés par une réalité sociale impitoyable dans un lycée de banlieue, vous me dites tout de suite. Art Laker à vif. Et ouais. Alors, Drovdek, tu gardes quel souvenir d'Art Laker à vif? Ah, j'ai des souvenirs je rentrais du lycée et je prenais mon goûter devant Art Laker à vif en suivant les aventures de Drazik, Charlie et Katharina, voilà, qui était vraiment très très intéressante. J'étais pas du tout branché par les sitcoms comme Beverly Hills ou ce genre de choses, mais il y avait un côté, ça touchait le réel, Hartley. Même si ça se passait en Australie, ça se passait à l'autre bout du monde, mais ça parlait de l'adolescence en fait, et ça prenait des personnages qui étaient des Monsieur Tout le Monde, quoi, la fille d'à côté ou le mec que tu croises et qui fait du skate, voilà. Ouais, parce que c'était ça, en fait, le gros truc d'Art Laker à vif, c'est que nous, les téléspectateurs français, on l'a découvert en parallèle de Beverly Hills, de Friends, hein, qui était diffusé, en fait, même sur la même chaîne, quasiment sur le même créneau horaire. Hein. Et il y avait un contraste hyper fort entre ces séries-là, quoi. Friends et Beverly Hills, et à côté, tu avais Art Laker à vif, tu quelque chose de beaucoup plus écorché, de beaucoup plus rugueux dans les personnalités, beaucoup plus vrai aussi, même si c'était à l'autre bout du monde, et qui divise encore aujourd'hui. Hein, c'est qu'il y a les fans d'Art Laker à vif, et puis il y a les fans de Beverly Hills, et c'est pas les mêmes. C'est une série qui divise. Ouais. En plus, à l'époque, on avait aussi Sauvé par le Gong, qui était vraiment la sitcom que beaucoup regardaient après l'école. Hein. Friends est venu un peu après, bien après.
après d'ailleurs en prime time. Ouais, moi, Art Laker Arrive, clairement, c'était la série que je regardais quand je révisais le brevet et tu voyais ces personnages qui vivaient un peu, qui vivaient à la fois, qui vivaient la vie des gens normaux, des gens ordinaires, entre guillemets, mais dans un pays extraordinaire. Ouais, Et c'est en ça. plus, et on parlait de punk tout à l'heure, on en a un emblématique, Drazik, dans la série. Ouais, Je veux Drazik, dire, voilà, c'est un peu le bad boy qui fait sa rédemption. On pourrait presque dire qu'au bout de, je pense, la première saison, la série tourne beaucoup autour de lui, même si ouais, ouais, il y a, qui c'est avait un cast été, d'ensemble. Mais... qui avait même été un phénomène de mode, hein. Moi, je me souviens, fin des années Mm. 90, on voulait tous un piercing au sourcil, hein. Mmh, Oui, C'était un ouais. truc voilà, de oui, malade, clairement. quoi. C'est clair. On voulait tous être Drazik, avoir des problèmes comme Drazik, s'en sortir comme Drazik. Enfin, il y avait un truc, ouais, parce que c'était le personnage qui était pas lisse, quoi. Et il y avait des choix dans une série pour ados qui étaient inouïs, enfin, qui étaient invisibles ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font mourir, en fait, alors, spoiler alert, ils font mourir un personnage principal en saison 1. Mhm. Nick, le beau gosse, voilà, qui meurt en fin de première Le frère saison. de la blonde. Ouais, Qui c'est est, ça, qui meurt sur un ring de boxe, quoi. Enfin, je veux dire, mm. c'est une série pour ados, quoi. Game of Et- Thrones et- n'a rien inventé hein, avec le. C'est ça, la dark fantasy, voilà, qui tue les personnages à chaque saison. Ouais, c'était déjà dans Art Laker Arrive, les gars. Et entre nous, à qui vous vous identifiez, vous Drazik, vraiment? Moi, j'étais plus Charlie, moi, en fait. Moi, c'était Charlie, clairement. Moi, je voulais juste te dire que je pense que c'est pour ça qu'on aimait aussi la série, c'est que on compare avec Sauvé par le Gong ou bon, hormis Screech, mais lui c'était plus une source de moquerie qu'autre chose. On prend Beverly Hills, ils sont tous super beaux, super bronzés, avec le sourire ultra bright et compagnie. Ils sont riches. Ils sont riches. Alors que les personnages de Art Laker à vie, ouais, il y a Anita, il y a Drazik qui sont super beaux, hein, il faut dire ce qu'il y a, mais il y a aussi des Charlie, il y a aussi des personnages qui se crèvent, Costa, des personnages qui se crèvent des boutons dans un miroir, des personnages qui vivent dans un squat parce qu'ils sont en galère de thunes, parce qu'ils sont partis de chez leurs parents avec qui ça va pas. Enfin, il y a vraiment ça aborde de la drogue, ça aborde plein de problèmes qu'on n'a pas forcément côtoyés, mais qui me parlaient. Ouais, complètement. De la vie avec des parents violents, en conflit. Il y a des parents qui décèdent au milieu d'une saison. Il y a des duels au cutter. Enfin, c'est des trucs. À la fois, on pouvait pas forcément toujours se projeter en disant ouais, c'est ma vie. Et quelque part un peu si, parce que c'était pas passé au filtre du voilà, c'est hollywoodien, c'est Los Angeles, c'est des jeunes qui ont des 4x4, des bateaux et comme Dawson Creek, des maisons immense au bord d'un lac. Non, c'était des jeunes qui nous ressemblaient, quoi, pour la première fois dans une série. Et puis c'était pas manichéen, parce que moi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'identifiais beaucoup à Charlie, mais c'était pas manichéen parce que dans les premières saisons, Charlie, il est avec Anita justement, qui est vraiment l'une des plus jolies filles de la série, monde, clairement. monde. Ouais. et qui finit finalement avec Drazik, chose que j'avais, qui m'avait Et ouais, le couple qui m'avait sulfureux. énormément emmerdé. J'avais détesté ce changement de. Ouais. Et finalement, Drazik, tu le vois justement par sa rédemption, tu le vois changer, évoluer dans sa relation avec Anita, et ça s'agir, essayer d'aller au-delà de son passé et de sa famille difficile et différents problèmes. Ouais. Et c'est intéressant de voir un personnage qui est haï clairement au départ de la série, Ouais, qui est bad, hein, qui est vraiment bad, chaotique, c'est mauvais, vraiment un quoi. pur connard, on peut le dire clairement, Ouais. et qui devient vraiment quelqu'un de très attachant vers la fin, quoi. Ouais, il y a une forme de rédemption, il y a... Oui. Ouais, il y a un changement d'alignement là. C'est vraiment un truc. Et c'est ça qui. Alors c'est fou parce qu'on parle de cette série qui existera peut-être jamais en DVD, quoi. Ça c'est un truc quand même qui. Enfin c'est 210 épisodes, c'est 7 saisons. Et en fait, pour des raisons, voilà, des raisons de contrat, la série n'existera peut-être jamais en DVD parce que en fait, il y a pas de contrat à l'époque, dans les années 90, qui incluait l'exploitation en digital d'une série. Et du coup, elle a été diffusée à la télé. Il y a évidemment des bandes magnétiques, mais les acteurs, qui sont nombreux, parce qu'il y a énormément d'acteurs, c'est un peu lastré avec des teenagers écorchés. C'est vraiment, il y
une cinquantaine, 60 personnages qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, évidemment, on imagine bien pourquoi, sur les clauses d'un contrat. Et donc, ça sortira peut-être jamais en DVD, quoi. C'est quand même... Alors, j'apporte un petit peu d'information. C'est surtout cette loi-là n'existe pas en Australie. L'Australie a énormément de problèmes avec les lois sur le numérique et l'évolution, notamment Ouais, avec les jeux jeux vidéo ouais, aussi, ouais. oui. Mhm. Et clairement, aux États-Unis, cette loi existait. Mhm. Enfin, il y avait des lois qui permettaient, entre guillemets, d'être interprétées pour ça, parce que Friends et beaucoup de séries ont fini par être adaptées en DVD. Notamment, les personnages de Friends se font des sommes folles, justement, grâce aux droits. Encore aujourd'hui, ils se font Ouais, entre continue 10 et de 100 s'en millions faire de avec dollars des... Ouais, par an avec juste les droits de rediffusion, ouais, c'est ça. de Puis avec syndication, des... comme on dit aux États-Unis. Ouais. Et ça n'existait pas, la syndication Ouais, en Australie. Donc, bien sûr, ouais. Et Friends qui fait des revivals, voilà, avec des Oui. épisodes de Oui. retour. Là, on n'imagine pas remettre Bolton, Costa, Anita, Et May. pourtant, Et pourtant, ce serait génial, ce serait génial. Alors, on les a peu revus d'ailleurs, hein, ces Ouais. acteurs, hein, parce que on a revu un peu Ada Nicodémou. Alors, Ada Nicodémou, c'était Katharina, hein, la beauté grecque. On l'a revu, un petit passage express. Hein, Une petite caméo dans Matrix. Elle frappe à la porte de Neo au tout début du film. C'est Ouais, le lapin blanc. on parle du 1, hein, le premier Matrix, où en fait c'est le suivi le lapin blanc, hein, c'est Ada Nicodémou. Et puis, petit fun fact aussi, le père de Nick dans la série, hein, qui est incarné par Nicolas Touris, en fait il est scénariste sur Fury Road, dont on parlait tout Ah à oui. l'heure. Ah Donc oui. ouais, c'est c'est intéressant. c'est un petit monde, quoi. Un petit Ouais, monde, clairement, oui. l'Australie, quoi. Ok, alors bon, Hartley serait d'accord avec moi pour en dire que c'est une série rock'n'roll par excellence. Et je veux dire, Oui. là, on avance La dans bande l'émission. son. Je sais pas, peut-être que les auditeurs nous ont déjà lâchés. Je sais pas s'il en reste encore, mais quand même, s'il y en a encore, il va falloir qu'on parle du rock et qu'on parle Ah bah de oui. l'Australie comme le pays du rock, avec le groupe de rock. Parce que quand on pense au rock, je veux dire au vrai rock, le rock qui fait du bien dans les oreilles, hein, qui file la patate même un jeudi de grève dans les transports, avec des bons gros riffs de guitare qui t'emmènent sur l'autoroute de l'enfer. Bah ouais, ACDC, c'est un groupe australien, les gars. Et ce serait peut-être même le meilleur groupe du monde. Prof Duhec, pourquoi ACDC, c'est un groupe de dingos? On embrasse les chiens sauvages de l'Australie. ACDC, c'est alors plus que groupe de rock, c'est le groupe de blues rock par excellence. C'est le groupe qui tient avec peu de riff au final, hein, avec qui a une efficacité folle, qui a réussi à se remettre en plus de la perte de son leader, qui heureusement n'écrivait pas les morceaux. Enfin, CDC, c'est quand même une association d'un super guitariste, Angus Young, avec son frère Malcolm Young qui écrivait les morceaux, associé donc à la voix emblématique de Bon Scott, puis de Brian Johnson, non? Brian Johnson, Brian je crois Johnson, bien, ouais, ouais. Brian Brian Johnson avec sa Johnson. C'est Brian casquette Johnson, oui, je et confirme. sa voix incroyable. Qui a eu des problèmes d'audition, je crois, récemment, qui avait été remplacé dans Oui, les tournées par par Axl Rose, c'est Roses, ça. donc excusez du peu. Donc voilà, enfin c'est vraiment une institution, CDC, hein, et ça reste carrément honorable, hein. Le dernier disque qui est sorti, c'est du AC/DC, ça se reconnaît tout de suite, c'est hyper efficace. C'est ça, les gars durs, quoi. 17 albums. Ils étaient les patrons des années 70, ils sont les patrons dans les années 20. Ah ouais, ils sont pas arrêtés sur l'autoroute de l'enfer, il n'y a pas de péage, il n'y a rien, quoi. C'est ligne droite. AKDK, hein, en australien, AKDK, c'est comme ça que c'est prononcé. Angus, Malcolm et Bon au départ. Et puis, ouais, ça va changer, quoi. C'est une formation qui, avec ses frères Young, ouais, qui ont structuré quand même complètement le groupe. Et alors, l'histoire des chanteurs est aussi folle, hein. Le premier chanteur, Dave Evans, dont on a assez peu d'enregistrements, c'est un chanteur qui va finir dans un cover band d'ACDC. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez marrant en Australie, parce qu'il y a pas mal de cover bands, en fait, de tribute bands, quoi, de groupes qui se forment juste en reprise d'autres groupes. Alors je pense au groupe qui reprend les Pink Floyd. Il y a un célèbre groupe, voilà, et ce mec-là a fini quand même dans un tribute band d'ACDC après avoir été le premier chanteur. Alors on a la phase Bon Scott, ouais, qui pour moi la phase dingue, quoi, d'ACDC, avec des morceaux Long Way to the Top,
voilà, des morceaux qui. Ils ont fait la première partie de Lou Reed, Oui. quand même. Oui. ACDC qui fait la première partie de Lou Reed, j'aurais voulu être au concert. Je sais pas ce qu'on m'a pensé Lou, mais c'est aussi voilà quand Bon Scott meurt de froid dans sa voiture après avoir un peu trop picolé. De froid ou étouffé dans son vomi. Alors, il y a plusieurs versions, il y a une légende autour de Bon Scott. Il y a effectivement, il s'est peut-être étouffé dans son vomi. Mais bon, de toute façon, ça change pas rien à l'issue et ils auraient pu très bien péricliter parce que c'était quand même quelqu'un de très charismatique et puis un hurleur, quoi, vraiment une voix hyper reconnaissable. Et de réussir à revenir avec leur album Back in Black avec un nouveau chanteur et qui est un de leurs meilleurs disques en plus et qui montre que bah voilà, on n'est pas fini, quoi. On a beau avoir perdu quelqu'un, on revient. Je trouve que c'est assez respectable en fait. Ouais, 1976 pour le premier album, réalisé en 10 journées, hein, parce que le soir, en fait, ils étaient dans les clubs à Sydney. À faire la fête. C'est un truc de dingue. Et les morceaux, juste, ils nous restent dans la tête. Il y a des riffs de fou. TNT, The Jack. Les The Jack, quoi, les Derby Rock. sur le fléau trop méconnu, d'ailleurs, des infections sexuellement transmissibles. Hein. She's Got Balls. She's Got Balls. Ouais, sur Irene Thornton, la femme de Bonne. Enfin, ça, c'est. Puis, ouais, bah, la cornemuse sur It's Long Way to the Top. Enfin voilà, c'est Thunderstruck, voilà, c'est 1976 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a, c'est une carrière de fou, quoi. Christo, ACDC, c'est quoi pour toi? Alors, je dois avouer que je m'y suis mis assez tard en fait à CDC. C'est un groupe qui actuellement j'adore vraiment. Mais je m'y suis mis, je devais déjà avoir passé la vingtaine en fait. Ah ouais. Oui, étrangement, avant ça, ça m'avait pas plus emballé que ça, hein. J'avais pas mal d'amis au lycée qui écoutaient, mais moi j'étais plus sur Korn à l'époque. Ah, Et voilà, la guerre entre le hard rock et le métal. Les anciens, c'est ça, les anciens. Ouais. Et je dois Toi, avouer que oui, du t'étais dans coup, les mecs cool au ACDC, lycée, quoi, c'est ça. c'est ça, oui, c'est venu plus tard. Et bon, il se trouve que actuellement, maintenant, j'écoute bien plus ACDC que Korn, mais bon. La sagesse vient avec l'âge, comme on dit. C'est ça. Qui a peut-être pas la même carrière, ouais. Korn, c'est autre chose, ouais, c'est sûr. Et toi, Lynn, comment t'as découvert ACDC? Moi, j'ai découvert ACDC avec un album vinyle que mon père avait. Il avait pas mal de vinyles. Et j'ai trouvé ça entre deux Vangelis. Je vous avoue, ça fait bizarre. Et une Farmer. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange comme rapport à ACDC. Ouais, il faut de tout. Puis, je l'ai après surtout découvert au travers de la réutilisation dans les films, les séries de la bande, du groupe, évidemment. Donc, voilà, quoi. C'est ça l'idée. Ça. Et j'ai cru comprendre parce que je lisais récemment que, en fait, les fondateurs du groupe, ils sont pas australiens, ils sont écossais, c'est ça? Alors, ils sont nés en Angleterre, ils sont anglais, mais ils ont grandi. Ils ont grandi à Sydney, ils ont entamé leur carrière. Mais en effet, les frères Young sont anglais, mais Bon Scott aussi, je crois d'ailleurs, était anglais. Ben Scott était anglais, je crois bien, et Brian Johnson est écossais aussi. Donc, c'est vraiment un pays d'émigrés, hein, ouais, c'est tout ça. Alors à la fois, c'est fou parce que on a cette espèce d'aller-retour. Bon, après c'est le Commonwealth, hein, donc de l'Angleterre à l'Australie, c'est vrai qu'on a beaucoup de ponts en musique. Et je pense à un autre artiste que tu parlais de musique de film. En effet, on découvre ACDC beaucoup dans les films quand on les découvre un peu plus tard. Il y a un autre artiste qu'on découvre actuellement depuis quelques années dans les musiques de films, un peu peut-être sans le savoir, mais c'est un Australien. Je pense à Nick Cave, dont parlait Drove Duek au début, qu'il voulait mettre dans l'homme le plus classe du monde, parce que Nick Cave, voilà, c'est l'artiste australien peut-être par excellence. C'est un charisme aussi. Alors c'est un charisme vocal, quoi. C'est vraiment une espèce de maturité de voix comme ça, un stentor. Enfin, Drove Duek, tu vas en parler mieux que moi. Oui, alors effectivement, il y a un charisme vocal, mais aussi un charisme scénique. Hein, c'est vraiment une bête de scène. Nick Cave, c'est fantastique. Enfin, il est passé en plus de débuts extrêmement rock'n'roll, enfin de début punk, enfin vraiment avec un groupe qui s'appelait The Birthday Party, où c'était une association d'héroïnomanes hyper malsains. C'était
voilà, et puis il est maintenant dans une phase où il fait, enfin, il est beaucoup plus, enfin, il est passé par des phases donc d'autodestruction, de rapport avec la drogue dure très problématiques. Il a, Ouais, il se droguait tellement à voilà, dans sa jeunesse qu'il en oubliait les paroles sur scène. Moi, j'ai entendu cette anecdote-là, quoi. ah oui, il était vraiment dans un état autre, et malgré tout, il a réussi à se sortir de tout ça. Il a connu d'autres tragédies personnelles, et notamment en 2015, la perte d'un de ses jumeaux qui s'est jeté d'une falaise sous l'emprise de LSD. Qui a engendré aussi sa dernière partie discographique, et qui a un travail autour du deuil, et enfin, qui est vraiment, ça s'écoute pas forcément tous les matins au réveil. Mais enfin bon, de toute façon, Nick Cave, c'est pas de la musique très fun, hein, mais il y a un côté rock'n'roll aussi qui est, voilà, il y a un côté rock'n'roll et très classe. C'est super classe, Nick Cave, quoi. Ouais, c'est ça, c'est hyper élégant. Et en même temps, ouais, ce que tu dis, il y a plusieurs phases, j'ai l'impression, dans sa carrière. Il y a une phase de départ, ouais, qui est hyper autodestructrice, dont il joue d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de mégalomanie surjouée aussi. Je crois que sur la porte de son Ouais. bureau à Berlin, il mettait génie au travail. Enfin, il y Ouais. a tout un truc comme ça, une mythologie un peu autour de l'ego. Il va créer plusieurs groupes, il va se rapprocher de pas mal de groupes underground, parce qu'il va avoir une phase anglaise, hein, donc il va émigrer de l'Australie en Angleterre. Il va ensuite émigrer à Berlin Oui. pendant pas mal d'années, il va se rapprocher de groupes. Et puis ouais, on a une phase aujourd'hui qui est en effet plus sombre. On peut comprendre évidemment pourquoi, plus tragique. Alors c'est pas feel good du tout. Écoutez Nick Cave, mais on a aussi toujours, j'ai l'impression que ce qui traverse son œuvre, c'est ce rapport aussi dans ses chants à quelque chose d'un peu gospel. On a, alors je crois il chantait dans les églises. Je crois quand il était jeune, comme beaucoup d'ailleurs de chanteurs. Je crois que c'était le cas d'Axl Rose. Il y a beaucoup de chanteurs de ces époques-là. Et ouais, c'est vrai qu'on a des phases différentes dans sa carrière. Et j'ai l'impression qu'il a toujours eu beaucoup de problèmes avec le succès. Il y a quelque chose la notoriété n'a pas toujours été quelque chose de facile à gérer pour lui. Je pense qu'il a peur de devenir un peu un monument, et je pense qu'il aimait bien le côté poil à gratter, un petit peu. Voilà, je fais des chansons sur le rapport, enfin sur la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, en fait, et l'homme qui est au milieu et qui se laisse entraîner un petit peu, soit du mauvais côté, soit du bon, et il va quand même très souvent du mauvais côté chez Nick Cave. Ouais, c'est ça. Le nom de son groupe, c'est The Bad Seeds, hein, donc les mauvaises graines. Nick Cave and the Bad Seeds, hein, ça claque en anglais, mais si on le traduisait en français, ça ferait Nicolas Grotte et les mauvaises graines. Je sais pas, c'est peut-être le nom d'un groupe qui. Ça pourrait être un nom de groupe de reprise en français de Nick Cave. En français, ce serait pas mal. Ouais, d'ailleurs, en parlant du lien français avec, des Français avec Nick Cave, beaucoup plus récemment, on a un auteur français qui a écrit une chanson pour Nick Cave, c'est Sylvain Tesson. Excusez du peu quand même, prix Renaudot, qui a écrit une chanson pour Nick Cave, parce que en fait Nick Cave depuis quelques années avec Warren Ellis, son compère depuis les années 90, font des musiques de films. Ils ont signé des gros titres, hein, des musiques de films de John Hillcoat, hein, je pense à La Route par exemple, Jesse James. Enfin, il y a un ensemble de films en fait sur lesquels ils ont travaillé, et là ils ont signé donc la musique dernièrement de La Panthère des Neiges, et c'est vrai que voilà, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui est très fort, quoi, dans leur musique, oui, en effet très sombre, et qui évolue pas d'ailleurs vers plus de joie de vivre, j'ai l'impression. Hein. Non, peut-être qu'il va réussir à sortir de ce cycle de souffrance. On lui souhaite. Là, je ne sais pas où est-ce qu'il en est exactement dans sa discographie en solo. On sent qu'il a touché un petit peu, il est allé au bout justement de cet exercice de deuil. Et moi, j'attends avec impatience son prochain enregistrement, parce que j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va aller cette fois-ci. Est-ce qu'il risque pas de se répéter, ou est-ce qu'il va se renouveler à nouveau, voilà. On l'attend, il surprend toujours. Puis en plus, c'est un artiste de scène, quoi. C'est un artiste qui parcourt énormément le monde, et qui fait
qui est un peu à part, quoi, qui est un peu marginal. Des fois, on écoute Nick Cave sans le savoir, quoi. Je pense au générique de Peaky Blinders, par exemple. Les gens savent pas que c'est Nick Cave, et pourtant, voilà, c'est lui qui a signé cette super chanson, quoi. C'est un super titre. Moi, dans tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que les œuvres australiennes, qu'elles viennent d'Australie, ou que quand on parle d'Australie, on pense à un pays de route. Je pense à AC/DC. Voilà, il y a pas un titre sur 3, il y a le mot road ou the way. Voilà. C'est un pays de route, c'est un pays d'autoroute. On pense à Mad Max, qui est quand même l'emblème un peu du film australien. Toujours un peu cette idée de voyage, d'avancer. Et je sais pas si, du coup, le fait d'habiter un pays qui est quand même aux 2/3 désertique, ça façonne pas un peu l'imaginaire des Australiens, et un peu libère un peu leur créativité. Alors Lisa a peut-être une réponse pour nous, parce qu'elle s'est intéressée à Uluru, anciennement connu sous le nom d'Ayers Rock, et on va l'écouter dans la rubrique exercice isométrique. Alors, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci. Bonjour à tous les auditeurs, je me présente, je m'appelle Lisa et je vous souhaite la bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, le thème de Monde de Nerds étant l'Australie, je me suis dit que, comme je suis une passionnée de géosciences, j'allais vous raconter l'histoire d'Uluru. Alors, Uluru, c'est quoi ? Si j'étais aborigène, je vous dirais que c'est le boomerang lancé par l'homme serpent qui s'est planté dans le sol au milieu du désert australien et s'est transformé avec le temps en un énorme roc rouge. C'est une des histoires de la naissance d'Uluru que vous trouverez dans la cosmogonie des peuples aborigènes. Il y en a certainement d'autres différentes, mais pour toutes les communautés aborigènes, ce relief, comme tous les autres paysages du continent austral, est un site sacré, trace laissée par les grands ancêtres du temps du rêve, le temps d'avant la naissance des humains. Il est donc à préserver. J'aime beaucoup cette idée que les reliefs façonnés par le temps doivent être considérés comme un héritage à protéger. Mais en tant qu'humble nerd, je me dois de vous livrer une explication plus scientifique à la naissance d'Uluru. Uluru, anciennement appelé Ayers Rock, est un rocher géant flamboyant qui culmine à plus de 850 mètres de haut. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que, comme pour un iceberg, on ne voit en surface qu'une petite partie du roc qui fait en réalité plus de 6 km de profondeur. On appelle ça un Inselberg, littéralement une montagne-île. Alors oui, c'est un rocher géant, mais c'est en fait un tout petit reste d'une chaîne de montagnes qui s'est formée à l'époque bien lointaine où l'Australie a percuté l'Antarctique il y a environ 400 millions d'années. Les roches du centre de l'Australie ont alors été comprimées, plissées et soulevées, et l'Australie, à cette occasion, a rétréci d'une centaine de kilomètres. Ça a formé du grès, c'est-à-dire une roche faite de débris, de grains de sable et de petits cailloux qui se sont cimentés. Le grès est rouge parce qu'en fait, il contient des oxydes de fer, tout comme le grès qu'on trouve dans les Vosges. Uluru est à sa place au milieu du désert depuis environ 60 millions d'années et il n'a pratiquement pas bougé d'un poil. En effet, il a peu subi l'érosion parce que les strates de grès qui forment Uluru ne sont pas horizontales mais verticales et qu'elles sont parfaitement jointives. Donc même les rares fois où il pleut, l'eau ne pénètre pas dans la roche et ne l'altère pratiquement pas. Mais si on observe les flancs d'Uluru, l'érosion a quand même façonné de grandes alvéoles peu profondes, creusées dans les parois verticales, qui prennent de merveilleuses formes. Il y en a une qui fait même le buzz les jours de Saint-Valentin, un superbe cœur plurimétrique dans l'une des vallées du flanc sud d'Uluru. Pour conclure, j'ai pensé à cette phrase extraite d'un conte aborigène qui, je trouve, donne à réfléchir. Le plus important entre toi et moi, ce n'est ni toi ni moi, c'est le « et » qui nous relie. Ce « et » qui, pour les aborigènes d'Australie est notre terre, nos paysages terrestres, un bien précieux, sacré, à préserver. Le site est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 26 octobre 2019 et l'ascension d'Uluru est aujourd'hui strictement interdite par les autorités locales. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cet exercice isométrique du jour vous a plu et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Intéressant cet exercice isométrique parce qu'il nous fait réaliser qu'en fait,
L'Australie, c'est un pays-continent, quoi. C'est ça qui est peut-être un peu unique avec ce pays. J'ai l'impression que la géologie, en fait, elle a un impact fort sur les gens qui vivent en Australie. Et ce lien aussi dont on a peu parlé et qui finalement nous apparaît peu, nous, à nous, Français, c'est cette double lecture qu'il y a dans le pays du paysage, celle par les Occidentaux que nous sommes et les aborigènes. Et il y a comme deux mondes dans un monde, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit à l'occasion voilà, d'une formation comme Uluru. Ça ne veut pas dire la même chose Uluru pour des Occidentaux ou pour des touristes qui veulent grimper, qui sont dans la performance, voilà, et les aborigènes qui donc ont réussi à faire interdire l'ascension parce que pour eux, ça représente quelque chose de mythique, quoi, Uluru. Moi, je trouve ça impressionnant, en fait, le fait que ce soit une espèce de montagne enterrée gigantesque sur une île gigantesque. Enfin, il y a vraiment quelque chose chez l'Australie, enfin, qui tient au niveau de l'échelle qui est faramineux, quoi. Et j'avais une question quand même à poser à Lisa. Je voulais savoir si l'homme serpent, c'est un reptilien ou pas. Ce sera sûrement un plaisir de t'y répondre. Ouais, alors ça c'est intéressant parce que tout ce qu'il y a autour des créatures, des hommes serpents, en fait, les aborigènes, ils ont une vision de leur géologie qui est liée à un temps qu'ils appellent le temps des rêves, où en fait ils voient leur relief un peu comme les témoignages d'un temps révolu qui serait le temps des dieux et des divinités. Donc, ce que nous on va voir d'une montagne ou voilà, d'un canyon, ils vont y voir eux le lieu de l'affrontement entre un dieu tortue et un dieu serpent, par exemple. Ce qui fait que voilà, quand on trace une autoroute au milieu du désert, c'est pas juste pour eux, ça veut dire qu'on vient casser quelque chose du temps et du monde qui pour eux est sacré. Je te rejoins là-dessus et en même temps c'est assez étrange quand on pense que la cosmogonie aborigène voit la création du monde à travers le chant, Ouais, complètement. et que c'est aussi une cosmogonie qu'on le retrouve dans le Silmarillion, Ouais. qui est à l'origine du Seigneur des Anneaux, Ouais. dans lequel on retrouve Cate Blanchett. Tout est lié. Et la lié, en effet. et la Nouvelle-Zélande, qui est le voisin le plus proche de l'Australie, qui elle-même est la partie émergée d'un gigantesque continent qui est enseveli, comme le Beleriand, qui est lui aussi une contrée mythique du Silmarillion. Bien sûr, ouais, cette dimension de la musique et des chants et des sons, en effet, qui va être à l'origine un peu du pays, hein, ce qu'on appelle les songlines enfin ce que Bruce Chatwin, en fait, qui est un écrivain voyageur, appelait les songlines, en fait, quand il s'est immergé au milieu de peuples aborigènes, hein, dans les fin des années 80. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ils voient le monde à travers des chants, ils apprennent, enfin dans les traditions aborigènes, on apprend en fait des rituels par le chant, par les différentes vocalises. Et ce qui est intéressant, c'est que ça cartographie complètement l'espace. C'est-à-dire qu'il décrit, c'est dans le chant des pistes en français, Bruce Chatwin décrit que les aborigènes, à un moment donné dans leur vie, ils ont un rite de passage, ils doivent partir, voyager. Donc sur les routes, on y revient, comme si c'était vraiment quelque chose vraiment dans l'ADN du pays. Ils partent sur les routes dans ce qu'on appelle un walkabout, donc voilà, une sorte de marche sans but, quoi, une sorte d'errance, pardon. Et dans cette errance, en fait, ils vont se laisser guider par les chants qu'ils ont appris et qui sont en quelque sorte le signe de leur destinée. C'est-à-dire que voilà, certains rythmes, certaines paroles vont évoquer un canyon, vont évoquer une rivière, vont évoquer une fractuosité dans la roche, vont évoquer un mont, une montagne, une chaîne, un talweg. Et ça, en fait, c'est assez particulier parce qu'ils vont se répondre, même se reconnaître à des centaines de kilomètres les uns des autres. Et c'est quelque chose de fascinant parce que on a souvent tendance à voir voilà, les peuples proches de la terre, proches de la végétation ou de la faune. On a rarement des croyances ou des religions comme ça
du monde qui évoquent le minéral, qui ont un attachement à la géologie. Et c'est ce qui est fascinant avec le peuple aborigène, c'est que c'est la géologie qui finalement est première dans leur respect du monde. Ok, j'ai une dernière question pour finir cette émission. D'après vous, en Australie, on vit sous quel régime? Un régime à base de Wish Lorraine, évidemment. C'est la dernière rubrique de l'émission, à Wish Lorraine. Excuse-moi, à base. À base de wish Lorraine, c'est des petites tartes. Alors pour cette dernière rubrique, eh ben on va manger. Alors on va manger des chips, évidemment. T'entends? On va manger des petites chips. Je crois que Drop a commencé à manger des chips. Alors on pourrait manger plein de trucs en Australie, parce que je vais pas dire que c'est le pays de la gastronomie non plus, hein, mais il y a des trucs intéressants. Il y a la Vegemite par exemple. Il y en a parmi vous qui ont déjà goûté la Vegemite, qui est la version australienne de la Marmite. De triste mémoire, oui, j'ai goûté. C'est de la levure, quoi. Alors, c'est de la levure, ça pue, ça se tartine. On aime ou on déteste. On déteste. On déteste. Christo, t'as déjà goûté? Non, j'ai jamais goûté, non. Il paraît que ça rend intelligent, beau et fort. Et quand je te regarde, j'ai l'impression que tu en as consommé tous les matins. Moi, j'ai l'impression que ça marche. Merci. Alors, C'est peut-être plus ma consommation de Shiraz alors à ce moment-là. ah ouais, le vin australien, ouais, c'est vrai qu'il y a des bons vins. Ouais, parce que, après, ils nous ont peut-être volé aussi des cépages. Hein, ça, je sais pas, je lancerai pas cette Oui, polémique. puisque le Shiraz, en réalité, c'est du Syrah, qui est un Et cépage qui vient de Côte-du-Rhône chez nous. Ah, les Comme escrocs. beaucoup de cépages qui sont exportés pour être replantés à l'étranger, de toute façon, ça va être le quart d'heure chauvin de la partie. Mais... Allez, on revient en France, quoi. Mais justement, les gars, sur le retour en France, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute? Une petite dernière recommandation pour ceux qui se disent, voilà, j'ai envie de mieux connaître l'Australie. Christo, t'aurais un média à recommander à nos auditeurs? Quelques-uns, mais je voulais m'arrêter sur un jeu vidéo que j'ai fait. Bon, il est pas récent, hein, il est sorti il y a déjà quelques années. C'est End of Fates. Ouais. C'est un jeu qui m'a énormément fait penser en fait au livre dont vous êtes le héros que je faisais dans ma jeunesse. Et c'est basé sur des cartes. En fait, il y a une sorte de maître du jeu qui est très bien fait d'ailleurs dans le jeu, qui passe son temps à envoyer des pics aux joueurs, à se moquer de lui, à le faire rager. C'est assez bien fait et en fait il distribue des cartes. Et sur chacune de ces cartes, en fait, il se passe des événements. Et donc, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, il faut choisir la suite des événements qui vont se passer en fonction de plusieurs options. Et on avance, en fait, comme ça, sur un plateau de jeu qui est constitué des cartes qui sont posées les unes après les autres sur la table. C'est un jeu qui est très sympa. Il y a un deuxième opus qui est sorti quelques années plus tard et malheureusement par la suite le studio a fermé. Mais je le recommande vraiment pour ceux qui aiment le jeu de rôle ou alors sont nostalgiques de cette époque des livres dont vous êtes le héros. C'est vraiment très sympa. Et on est une bande de nostalgiques autour de la table de cette époque des livres dont vous êtes le héros et de ce genre d'histoire avec des options multiples, des histoires que tu peux refaire plusieurs fois en essayant de retrouver la bonne quête. Ouais. Merci Christo pour cette recommandation. Drop Duec, tu as une recommandation pour revenir en France? Alors pour revenir en France, moi j'ai envie d'écouter de la musique et AC/DC et Nick Cave, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt de la musique australienne. Kylie aussi, on ne t'oublie pas Kylie, on t'aime. Moi je voulais vous parler d'un compositeur qui a une carrière d'une bonne vingtaine d'années maintenant, qui commence à être connu en France, qui est un peu dans la niche rock. C'est un type qui s'appelle Gareth Liddiard et qui est à la tête de plusieurs groupes. Alors un très très bon groupe qui date de la fin des années 90, qui s'appelle The Drones,
qui a plusieurs disques à son actif. J'en retiens un en particulier qui s'appelle Icy Seaweed. Icy Seaweed, Seaweed, c'est en fait c'est les rejets enfin c'est la mer de plastique. En gros, c'est tout le plastique qui est jeté à la mer et qui s'échoue après sur le rivage. Donc c'est un disque qui est très engagé, qui parle de tous les problèmes sociaux qu'il peut y avoir en Australie, les rapports avec les aborigènes, le rapport avec la pollution, le rapport avec les incendies. Il y a vraiment tout ça. La musique, c'est assez apocalyptique. Enfin, on dirait que chaque morceau de ce disque, ça pourrait être le dernier morceau assez épique d'un album assez épique. Donc c'est vraiment voilà, très très bon. Il a aussi 2 autres groupes. Moi, j'ai découvert Gareth Liddiard via ce groupe qui s'appelle Tropical Fuckstorm. Là, c'est lui avec un groupe de filles, en gros, et c'est vraiment très très bien aussi. Alors, c'est des pochettes complètement déjantées, des espèces de collages un peu à la Jérôme Bosch avec Pikachu qui a la coiffure de Trump et un masque à gaz et aussi un petit smartphone avec une dick pic dessus. Enfin, voilà, c'est un côté très très punk et en même temps c'est très très efficace. Il y a des morceaux, c'est vraiment de la pop avec des guitares très abrasives. Et enfin, un dernier disque qu'il a sorti en fin d'année dernière, parce que ce type-là est assez il est très prolifique. Stakhanoviste, merci. Merci, Vince. Et donc, un groupe qu'il a monté avec Jim White, le batteur acolyte de Warren Ellis dans The Dirty Three, qui est un très très bon groupe australien aussi, dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est vraiment très très bien. Donc il y a un batteur qui a joué avec énormément de musiciens, qui est un batteur qui ne refait jamais 2 fois la même chose. Et avec un pianiste dans un groupe qui s'appelle The Dead Sea. Là, c'est un groupe néo-zélandais qui est un groupe aussi vieux que Sonic Youth et qui existe toujours. Et donc, il y a une carrière assez longue et très touffue. Et là, ce disque-là, pour le coup, est très orienté piano, batterie, guitare, et un peu moins apocalyptique, mais vraiment très très beau. Je vous recommande vraiment ces 3 disques-là. Voilà. Ça donne super envie. Donc Gareth Liddiard, une carrière excellente. Ça donne super envie. Toi, Lynn, tu as une recommandation pour le retour? Bon, moi, j'en ai 2. Je dirais, pour rejoindre un peu Christo, sur les jeux vidéo, je vous recommande Mad Max, qui est dans le thème, hein, C'est vrai qu'il y a le il y jeu avait un Je jeu l'ai vidéo d'avalanche, fait Mad Max. aussi, il est vraiment sympa, ouais. qui est très confidentiel, il est enfin, édité qui est peu par, connu. il est édité par des studios australiens? Alors non, Ok. Mais mais c'est à voilà, l'image. c'est un petit rappel à la thématique qu'on a abordée un peu plus tôt. Mais oui, en effet, ce n'est pas un jeu développé en Australie. Non, mais pas de problème, on peut en parler. Et c'est un jeu qui est passé un peu, qui n'a pas été si plébiscité que ça. Pourtant, c'est un bon jeu, je le recommande. Mhm. Et puis surtout, après, dans l'avion, moi, ce que je lis, ce serait plutôt du Greg Egan, qui est un auteur de hard science-fiction, qui va. Alors, par contre, c'est un peu difficile à aborder si vous n'avez pas un petit bagage en physique, en informatique, en Mais réalité virtuelle. nos, Mais nos auditeurs ont tous un doctorat en informatique. mais Donc, il n'y tout a à pas fait, je leur fais confiance. Et, et il aborde en effet des sujets très très particuliers, en effet, toujours à la base avec comment dire ça, une idée de départ assez simple, l'évolution de l'humanité, l'humanité confrontée à des nouvelles technologies. C'est une forme de cyberpunk où la science le transhumanisme rejoint le transhumanisme, entre guillemets. Donc c'est assez fascinant, c'est très difficile à lire, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas non Il plus y a quelque un chose dans lequel on titre peut passer du temps. particulier que tu recommandes, Lynn? Le plus reconnu, c'est Diaspora et Permutation City, Là, c'était qui des sont permutants en français, effectivement. Moi, voilà, je tout à connais fait. un peu Greg Egan et j'ai un peu de mal avec la Earth Science, mais je trouve que lui, il a quand même des très 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 bonnes idées. Et je recommande ses nouvelles aussi, qui sont vraiment très intéressantes. Oui, très belle nouvelle en effet, Et tu disais que tu effectivement. avais une deuxième recommandation, Lynn? Ah mais c'était les deux, Greg Egan C'était les deux, et c'était le les jeu deux. vidéo, voilà. Et ouais, d'accord, ok, pardon, j'ai Voilà, appelé. moi je Bah, me moi remets aussi, dans je mon vais. siège, j'attends ma bière et mes noisettes. Et ça marche. Là, moi aussi, pour finir cette émission, je vais aussi vous recommander un bouquin parce que dans l'avion, on peut lire et surtout un retour Sydney-Paris, bah, c'est long, donc on a, on a du temps pour lire. Alors, c'est un bouquin que je vais recommander qui n'est pas un bouquin australien, mais qui se passe en Australie. C'est un roman de Douglas Kennedy. C'est, je crois d'ailleurs, le premier roman de Douglas Kennedy.
C'est un polar qui scotche dès la première page, qui se passe dans le nord de l'Australie. Alors c'est poisseux, c'est vraiment l'ambiance polar. Je vous lis les 2 premières phrases dans la traduction que j'ai là sous les yeux. « Jamais je n'avais vu une telle épidémie de tatouages. Pas un habitant de Darwin ne semblait y avoir échappé. » Enfin, rien que ça, quoi. On se dit, bon, toute la faune du bar était tatouée, y compris la stripteaseuse qui se brandouillait sur la scène en exhibant un Vulcain rutilant sur sa fesse gauche. Alors là, dans la traduction française, on peut lire aussi Douglas Kennedy en anglais, mais voilà, là on est sur le début de carrière de Douglas Kennedy. Après, on en pense ce qu'on en veut sur la suite de carrière. Moi, c'est un auteur que j'aime bien. On est au nord de l'Australie, avec un personnage américain qui s'appelle Nick, qui plaque un peu tout, qui s'ennuie dans sa vie, qui décide d'acheter un van et de parcourir l'Australie. Il arrive à Darwin, alors, ce qui est une ville improbable, parce que c'est une ville qui s'est fondée un peu sur le commerce des perles. Il y a une population aborigène qui n'est pas forcément amicale à l'époque où le personnage y arrive. Et puis sur les routes qui l'emmènent un petit peu vers l'outback, il croise une jeune fille qui s'appelle Angie. Et puis il va y avoir une histoire d'amour, un peu rock, un peu punchy entre eux, et elle va l'emmener dans son village qui est vers Woolanup. La ville fictive s'appelle Woolanup, qui est au cœur du désert australien, dans les terres rouges, voilà, qu'on évoquait, et il va se faire séquestrer. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un roman, c'est un page turner, comme disent les Américains. On commence et on ne le quitte plus. Et moi, je le lirai en écoutant de la musique, parce qu'on n'a pas parlé d'un grand groupe. On n'en a pas parlé dans Top of the Pop, mais vraiment, c'est pour moi un groupe incontournable australien. Je pense à Dead Can Dance. Voilà, la formation de Lisa Gerrard et de Brendan, tu as mêlé Drop Duet. Brendan Perry. Brendan Perry, qui sont qui étaient un couple dans la vie, qui ne sont plus aujourd'hui. Voilà, c'est des musiques aériennes hyper planantes. Donc quand on est en avion, c'est pas mal. Qui emportent complètement avec. Donc parfois, d'ailleurs, c'est pas de l'anglais, ça va être de l'araméen, ça va être du perse, ça va être de l'hébreu. Voilà, des longues envolées lyriques. Donc j'écouterai Dead Can Dance. Et je dirais Cul-de-sac ou piège nuptial. Il a été traduit comme ça, donc ce roman de Douglas Kennedy, qui doit s'appeler en anglais The Dead End, voilà, comme l'impasse mortelle. On pourrait aussi le traduire comme ça, The Dead End, ou piège nuptial, voilà, de Douglas Kennedy. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cet épisode. C'était Monde de Nerd. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans un autre pays. D'ici là, portez-vous bien. Salut les nerds. Salut les nerds. Hey, salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.